L'histoire commence dans un monde transformé par l'avènement de l'éveil. Dans un paysage gelé et désolé, de puissants individus se sont rassemblés. Leur objectif était l'antre de la mort, un donjon de rang S de premier ordre, abritant une entité ancienne. Ce donjon, le premier à apparaître sur la planète Azur, est resté invaincu pendant des décennies, son entrée jonchée des squelettes d'innombrables maîtres qui ne sont jamais revenus. Cependant, aujourd'hui était différent. Un guerrier nommé Su-Ming avait défié l'antre de la mort seul. Après une bataille acharnée, il en est sorti victorieux, ayant tué le monstre de niveau divin du donjon. Mais à la sortie, épuisé, il ne fut pas accueilli par des louanges. Au lieu de cela, il a été pris en embuscade par des hommes qui étaient autrefois ses alliés. Ils l'ont encerclé, leurs intentions hostiles. L'un d'eux dit à Su-Ming sur un ton moqueur d'arrêter de résister et de lui remettre l'artefact divin qu'il venait d'acquérir. Un autre déclara son sort scellé, le qualifiant sarcastiquement de héros de l'humanité et lui promettant une mort rapide s'il se rendait. Su-Ming, son corps crépitant d'énergie, comprit leur plan. Il réalisa qu'il avait attendu qu'il termine le donjon pour voler le puissant artefact. Il se demanda si cela avait été leur plan depuis le début. Parmi les traîtres, un homme blond nommé Zhang Tang s'avança, dégainant son épée qui pulsait d'éclairs bleus. Il confronta officiellement son ancien ami, exigeant l'artefact divin et faisant appel à leur amitié passée en proposant d'épargner la vie de Su-Ming en échange. Avec un sourire suffisant, Zhang Tang se vanta qu'il détruirait simplement le peu de pouvoir qu'il restait à Su-Ming. Tenant sa propre épée rouge flamboyante, Su-Ming se lamenta de son aveuglement. Il avait traité ces hommes comme des frères depuis leur jeunesse, combattant à leur côté pendant des années, sans jamais soupçonner leur nature venimeuse. Rempli de l'amertume de la trahison, il décida de ne pas se laisser faire sans combattre. Il leva son arme, libérant une éruption massive d'énergie rouge et violette de l'artefact divin, provoquant une grande explosion. D'un air de défi, Su-Ming provoqua ses anciens camarades, leur disant que s'ils voulaient l'anneau de défiance du Tao, ils devraient essayer de le prendre, mais il doutait qu'aucun d'entre eux soit assez fort. L'énergie immense stupéfia ses anciens alliés. Un des hommes de Zhongtang s'impatienta, exhortant le groupe à tuer Su-Ming rapidement. Zhang Meng conseilla la retenue, mettant en garde contre l'imprudence tant que Su-Ming maniait l'artefact. Alors que l'impasse se prolongeait, une nouvelle silhouette descendit du ciel, appelant le nom de Su-Ming. Il leva les yeux, surpris, alors qu'une femme aux cheveux roses nommée Xiaoman volait vers lui. Elle l'étreignit fermement, expliquant qu'elle avait entendu dire que quelqu'un complotait contre lui et qu'elle était venue parce qu'elle s'inquiétait. Su-Ming la rassura, lui disant que tout allait bien et que leurs ennemis n'étaient pas à sa hauteur. Pourtant, il se demandait comment ses ennemis avaient réussi à le suivre avec autant de précision. Pendant qu'il réfléchissait à cela, Zhang Tong eut un sourire entendu. À cet instant, Su-Ming sentit une vive douleur dans son dos. Xiaoman l'avait poignardé, murmurant que c'était elle qui avait révélé où il se trouvait. Choqué, Su-Ming la fixa tandis qu'un cercle magique rouge brillait sur sa main où elle tenait le poignard. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle, entre toutes, ferait une chose pareille. De l'autre côté du champ de bataille, Zhang Tang cria de triomphe, déclarant que le catalyseur final était en place. Il ordonna ensuite l'activation d'une formation d'emprisonnement. Instantanément, un sceau rouge massif se matérialisa dans le ciel au-dessus de Su-Ming, le piégeant. De la blessure, des chaînes rouges incandescentes jaillirent, s'enroulant autour de son corps et supprimant son énergie. Il reconnut la marque de malédiction comme appartenant à Ren Xiaoman et réalisa qu'elle devait comploter sa trahison depuis longtemps. Zhang Tang s'approcha et se tint à côté de Xiaoman, passant son bras autour d'elle. Il expliqua d'un ton moqueur que la formation d'emprisonnement avait été spécialement préparée pour lui et l'empêcherait de canaliser son pouvoir. Xiaoman ajouta cruellement qu'elle n'avait jamais été qu'avec Zhang Tang. Elle informa froidement Su-Ming que son seul but était d'être un outil en raison de son rare talent de 9 étoiles. Ils avaient besoin de lui pour acquérir l'artefact divin pour eux. Anéanti et trahi, Su-Ming tomba à genoux, hurlant de rage et d'angoisse. Avec Su-Ming ligoté et impuissant, Zhongtang ordonna à ses hommes de le tuer et de s'emparer de l'artefact. Ils chargèrent, armes luisantes, prêts à frapper. Mais juste au moment où ils allaient l'atteindre, le sol explosa. Une main squelettique massive jaillit, suivie d'une vague de guerriers squelettes qui interceptèrent les assaillants, protégeant Su-Ming. Su-Ming regarda, choqué, se demandant qui était venu à son aide. La sauveuse était une femme aux cheveux violets clairs et à la cape à capuche. Su-Ming la reconnut, c'était Jiao, une nécromancienne. Elle atterrit entre Su-Ming et ses ennemis, tenant un puissant bâton. Elle l'exhorta à ne pas abandonner, déterminée à empêcher les scélérats d'obtenir l'artefact. Zhang Tong se moqua de son arrivée, la considérant comme une autre personne venue mourir. Il se vanta qu'avec des dizaines de maîtres à ses côtés, même le grand empereur ne pourrait plus sauver Su-Ming. Ces hommes se heurtèrent aux invocations mortes vivantes de Jiao. Zhang Tang, furieux, chargea directement sur Jiao, déclarant que quiconque se mettrait en travers de son chemin mourrait. Tandis que Jiao se battait, un des hommes de Zhang Tang l'avertit de surveiller son flanc, mais c'était une feinte. L'avertissement était une distraction, et elle se retourna, choquée, juste au moment où Zhang Tang se rapprochait. Il abattit son arme auréolée d'éclairs sur elle,
disant à sa camarade de classe de ne pas lui en vouloir pour ses actions. Su-ming, toujours piégé, ne put que regarder avec horreur et crier son nom alors que l'attaque la touchait. Avec Ji-Yao neutralisé, Zhongtang vit sa chance. Il dit à Su-ming que son inquiétude pour quelqu'un d'autre était déplacée et que c'était maintenant son tour de mourir. Il plongea ensuite sa lame bleue luisante profondément dans la poitrine de Su-ming. Se penchant, Zhongtang lui offrit un dernier choix cruel, remettre l'artefact, et il épargnerait peut-être sa vie pathétique. Mais Su-ming avait un dernier acte de défi. Saisissant les chaînes magiques, le sang coulant de sa bouche, il regarda ces traîtres avec une haine pure. Il les traita de monstres absolus alors qu'une terrifiante énergie rouge et noire commençait à s'accumuler en lui. Dans une dernière tentative désespérée, Su-ming déchaîna une capacité autodestructrice, une technique de niveau divin, l'explosion d'annihilation. Une explosion cataclysmique jaillit de son corps, forçant Zhang Tang et Ren Xiaoman à reculer, alarmés. Après coup, le champ de bataille était silencieux. Su-ming, mortellement blessé, tendit la main, murmurant le nom de Ji-Yao. Il rampa jusqu'à elle, berçant son corps blessé, rempli de regrets, lui demandant pourquoi elle était venue pour lui alors qu'il lui avait si souvent fait défaut. Ji-Yao, avec un léger sourire paisible, leva la main pour toucher son visage, lui disant que si c'était leur fin, ils devraient mourir ensemble. Alors que sa vie s'échappait, Su-ming trouva un dernier sursaut de force. Son épée se matérialisa et se planta dans le sol devant lui, une déclaration contre ses ennemis. Serrant le corps de Ji-Yao contre lui, Su-ming, le tueur de Dieu, prêta un serment solennel. Il proclama que s'il devait renaître, il traquerait Ren Xiaoman et Zhang Tang et les mettrait en pièces. Ces traîtres observaient de loin. D'abord confus, un air de réalisation choqué apparut sur le visage de Zhang Tang. Il comprit le plan désespéré de Su-ming. Il allait emporter l'artefact divin avec lui dans la mort, l'entraînant dans l'abîme de l'antre de la mort pour qu'il ne puisse jamais l'avoir. Son vœu final prononcé, Su-ming leur dit que s'il voulait l'artefact divin, il devrait venir le chercher. Il sauta alors de la falaise, serrant Ji-Yao, et tomba dans l'énergie chaotique en contrebas. Dans sa main, l'anneau de défiance du Tao brillait d'une lumière dorée, brillante et aveuglante. Le monde se dissolut dans la blancheur. La main de Su-ming devint inerte comme si la vie l'avait finalement quitté, mais sa conscience revint. Il se retrouva non pas dans un abîme, mais regardant, perplexe, un ciel bleu clair et un bâtiment scolaire familier. Sa confusion s'intensifia lorsqu'il entendit une voix dans un microphone. Un annonceur déclarait les résultats de la 127e cérémonie d'éveil à la première académie de Xuanjing. Un étudiant nommé Wang Qiang s'était éveillé avec succès, mais sa nouvelle classe était enchanteur, une classe de style de vie non combattante. Su-ming, maintenant un jeune étudiant, se tenait au milieu d'une foule d'adolescents. Il entendit d'autres commenter que la chance de l'école semblait mauvaise cette année. Les mots « cérémonie d'éveil » le frappèrent. Un sentiment familier l'envahit alors qu'il réalisait avec un choc total qu'il avait voyagé dans le temps. Il avait de nouveau 18 ans, le jour de sa propre cérémonie d'éveil. Tandis que Su-ming se tenait au milieu des étudiants, ses souvenirs de ce jour lui revinrent avec une clarté parfaite. Il reconnut Wang Xian, dont il se souvenait qu'on l'appelait le Gros. Il se souvint que Wang Chang était également devenu un enchanteur dans sa vie antérieure, confirmant que ce n'était pas un rêve. Pour tester davantage sa mémoire, il pensa aux étudiants suivants dans la file. Il se souvenait que Li Som-yang deviendrait un guerrier 2 étoiles. L'éveil de Shen Yu échouerait, et Som Li deviendrait un mage de bataille. Les événements se déroulèrent exactement comme il s'en souvenait. Li Som-yang célébra son éveil réussi en tant que guerrier. Il fut suivi par Qian Yu, qui pleura de déception après l'échec de son éveil, puis par Som Li, qui devint un mage de bataille. Chaque événement correspondant à sa mémoire, tout doute que Su-ming avait fut effacé. Un sourire confiant apparut sur son visage alors qu'il acceptait pleinement qu'il était vraiment né de nouveau. Son expression changea rapidement en une fureur intense alors que le souvenir douloureux de sa trahison par Zhang Tang et Ren Xiaoman lui revint en mémoire. Il sentit que cette seconde chance devait être un don du ciel, lui donnant le pouvoir de réécrire son passé et de venger ses regrets. Ses pensées furent interrompues par un hoquet de surprise de la foule. Sur la scène, une version plus jeune de Zhang Tang s'éveillait, entourée d'une incroyable aura violette. L'annonceur déclara avec enthousiasme que Zhang Tang avait éveillé une classe de combat caché rare, guerrier marionnettiste démoniaque, avec un puissant attribut inné de 8 étoiles. Les étudiants bourdonnaient d'excitation, commentant qu'un éveil si puissant était attendu du jeune maître de la prestigieuse famille Zhang. En entendant cela, Su-ming ne put que fixer son futur ennemi avec une haine froide et brûlante. Alors que l'annonceur célébrait le nouveau génie de l'école, Su-ming sentit une tape sur son épaule. Il se retourna et fut choqué de voir une jeune Ji-Yao en bonne santé dans un uniforme scolaire. Elle lui dit qu'elle l'avait cherché. Voyant son expression stupéfaite, elle lui demanda si quelque chose n'allait pas. Submergé, il se reprit rapidement et dit qu'il voulait juste la féliciter à l'avance. Cela déconcerta Ji-Yao, qui demanda pourquoi il la félicitait. L'image d'elle mourant dans ses bras lui revint en mémoire. Un sourire sincère et doux se dessina sur son visage. Il lui dit que ce n'était rien et qu'elle comprendrait bientôt. Rempli d'un soulagement sincère,
il ajouta que c'était si bon de la revoir. Juste au moment où il finissait de parler, l'annonceur appela l'étudiante suivante, Jiao. Surprise, elle se dirigea vers la scène. Elle posa sa main sur la stèle céleste, un grand artefact ancien crépitant d'énergie bleue. Au moment où ses doigts la touchèrent, une vague massive de puissance jaillit de la pierre, l'engloutissant. La voix de l'annonceur, remplie de choc, déclara que Jiao avait éveillé une classe de combat cachée, nécromancienne, avec un puissant attribut de cette étoile. Les autres étudiants étaient stupéfaits, bourdonnant d'incrédulité. Su-Ming regardait avec un sourire calme et entendu, pensant que tout se passait exactement comme il l'avait prédit, et que c'était maintenant son tour. L'annonceur appela Su-Ming. Alors qu'il se dirigeait vers la scène, Jiao lui souhaita bonne chance. Les autres étudiants n'étaient pas si optimistes, chuchotant qu'il serait impossible qu'une troisième classe cachée apparaisse, surtout pour un orphelin comme Su-Ming. La scène change ensuite pour fournir un contexte. C'est la planète Azur au sein de la Nation du Dragon, un monde gouverné par les puissants éveillés. Il y a des décennies, l'avènement de l'éveil a eu lieu. Depuis lors, chaque personne, à l'âge de 18 ans, participe à une cérémonie pour devenir l'un des éveillés. Ces individus ont fondamentalement changé le monde, possédant le pouvoir de plier la réalité et d'acquérir une immense richesse. Cependant, ce pouvoir a un prix. Les éveillés doivent constamment faire face à des défis sans fin, affronter des bêtes féroces et explorer de terrifiants donjons remplis de monstres. Alors qu'il marchait vers la stèle céleste, Tsing réfléchit à sa vie passée. Il se souvint qu'en tant qu'orphelin, il avait dépendu des allocations et des bourses d'études. Le jour de sa première cérémonie d'éveil, il fut béni par le ciel. Un phénomène magnifique était descendu, et il avait éveillé un attribut inné incroyablement rare de 9 étoiles ainsi qu'une classe légendaire connue sous le nom de tueur de dieux. Maintenant sur la scène dans sa seconde vie, il était déterminé à changer son destin. Il tendit la main vers l'artefact d'éveil, jurant qu'aujourd'hui, il ferait en sorte que tout le monde le voie sous un nouveau jour. Ce faisant, une vague massive d'énergie violette et rose jaillit, créant un phénomène spectaculaire dans le ciel. L'annonceur regardait, incrédule, se demandant si cette incroyable vague pourrait signifier la naissance d'un génie avec un attribut de 9 étoiles ou même plus. Jiao et les autres étudiants étaient tout aussi stupéfaits. Su-Ming tendit la main, prêt à sentir la vague familière de runes de son éveil originel. Mais cette fois, quelque chose était différent. Un sceau bleu brillant apparut sur sa poitrine, et de celui-ci, l'artefact divin avec lequel il était mort, l'anneau de défiance du Tao, se matérialisa. Il était complètement choqué, réalisant que l'anneau avait en quelque sorte voyagé dans le temps avec lui. Avant qu'il ne puisse assimiler cela, un autre événement inattendu se produisit. Une sensation étrange se répandit dans son corps, et un écran holographique apparut. Une notification du système déclara que le système de classe ultime de tueur de dieu se liait à lui avec succès. Il annonça ensuite que le système lui avait attribué une toute nouvelle classe, et que son éveil était réussi. Mais au lieu de son ancienne classe, on lui avait accordé quelque chose de bien plus grand, une classe mythique appelée le dieu de l'épée. Su-Ming ne put que regarder avec un étonnement total, s'interrogeant sur l'existence d'une classe mythique et sur le nouveau titre puissant qu'il venait de recevoir. L'immense énergie rouge de l'éveil de Su-Ming laissa tout le monde sans voix. L'annonceur, choqué, se demanda quel genre de classe pouvait créer un tel phénomène. Dans la foule, les étudiants débattaient de ce que cela pouvait signifier. L'un d'eux s'inquiétait que si c'était une classe non combattante, Su-Ming serait condamné. Zheng Tang rejeta cette idée, affirmant qu'avec une vision aussi puissante, ça ne pouvait pas être une classe de style de vie. Pourtant, alors qu'il regardait, la sueur coulait sur son visage à cause de la pression écrasante de l'énergie de Su-Ming, si intense qu'il ne pouvait pas bouger. Su-Ming se tenait calmement dans la tempête d'énergie, traitant les informations du panneau doré devant lui. Il confirma que sa classe éveillée était le dieu de l'épée, différente du tueur de dieu de sa vie passée. Il toucha l'interface du système, qui effectua un scan d'identification confirmant son identité en tant que Su-Ming. Il afficha ensuite son nouveau statut. Sa classe était le dieu de l'épée, et il possédait un talent doré appelé Ascension universelle, lui donnant la capacité d'élever ou de faire évoluer n'importe quoi. Su-Ming était abasourdi. Il réalisa qu'un talent doré était d'un rang supérieur à la classe légendaire de 9 étoiles qu'il avait éveillée auparavant. Un sourire confiant se répandit sur son visage alors qu'il comprenait que son nouveau pouvoir devrait de loin surpasser la classe de tueur de dieu. Désireux de voir ses nouvelles capacités, il ouvrit l'interface des compétences. Son excitation se transforma en choc. L'écran des compétences affichait une progression nulle et un seul message. Aucune capacité n'a été éveillée. Su-Ming était furieux. Il attrapa le panneau holographique, hurlant intérieurement sur la façon dont un talent de rang doré pouvait exister sans une seule compétence. Pendant que Su-Ming était préoccupé, la foule s'agitait, confuse par le retard. Finalement, l'annonceur l'interpella, lui demandant s'il avait terminé son éveil. Su-Ming fixa l'interface sans compétence avec fureur. Il ne pouvait pas croire qu'après avoir éveillé une classe supposément de niveau divin, il n'avait aucune capacité. Il se demanda si le système se moquait de lui. Soudain, le panneau afficha un nouveau message indiquant qu'il avait reçu ses commentaires et qu'il reprendrait le guidage.
Une nouvelle instruction attira son attention sur l'anneau de défiance du Tao flottant devant lui. Confus, il regarda l'anneau alors qu'il commençait à briller. Le système annonça alors qu'il avait identifié avec succès l'artefact divin. Dès que l'anneau fut identifié, le panneau du système brilla intensément et un pilier massif de lumière dorée jaillit de la position de Tsuming, s'élevant dans le ciel. La puissante onde de choc se propagea vers l'extérieur, forçant l'annonceur, qui était aussi le directeur de l'académie, à se préparer. Au-dessus de la stèle céleste, une énorme étoile multicolore et brillante se matérialisa avec le chiffre 10 en son centre. Les yeux du directeur s'écarquillèrent. Il balbutia, incrédule, reconnaissant le symbole d'un attribut inné de 10 étoiles. Sa voix retentit dans le microphone, annonçant que Tsuming avait éveillé une classe cachée 10 étoiles, maître épéiste. La foule explosa dans le chaos, criant à propos du talent défiant les cieux d'un attribut 10 étoiles, un niveau réservé aux meilleurs de la nation. Zhongtang regardait en silence, stupéfait, tandis qu'un autre étudiant remarquait qu'il pensait que l'éveil 8 étoiles de Zhongtang était fou, mais que Tsuming venait de révéler un attribut 10 étoiles au maximum. Le proviseur, rayonnant, déclara que c'était une année exceptionnelle pour l'académie. Non seulement ils avaient plusieurs classes cachées, mais maintenant un élu du ciel avec un attribut de 10 étoiles. Il a admis que bien que la classe de maître épéiste ne soit pas de premier ordre, avec un talent inné de 10 étoiles, le potentiel futur de Tsuming serait sans limite. En guise de récompense, le proviseur annonça qu'il offrirait personnellement à Tsuming un ensemble complet d'objets d'aide à la culture. Cependant, tout le monde n'était pas optimiste. Des murmures de déception se propagèrent. Certains élèves qualifièrent cela de gâchis de talent, expliquant que le maître épéiste était une classe de bas niveau. Ils expliquèrent que c'était une classe médiocre et touche-à-tout, forcée de s'entraîner au combat à distance et rapproché, divisant sa concentration entre attaque physique et magique, ce qui en faisait un exemple typique de classe faible. D'autres élèves rirent de son infortune, se moquant du résultat décevant d'un talent à 10 étoiles associé à une classe aussi nulle. Quelques-uns tentèrent de le défendre, suggérant qu'avec assez de travail, un maître épéiste pourrait devenir une source de dégâts fiable. Et avec le talent de Tsuming, il pourrait certainement y arriver, mais les cyniques les firent taire, arguant que la classe exigeait 2 fois plus d'efforts pour les mêmes résultats et qu'il aurait de la chance de finir un donjon pour débutants. Sur scène, Tsuming entendit leurs paroles dédaigneuses. Il tourna légèrement la tête, les yeux assombris, pensant à la façon dont ils considéraient tous sa classe de maître épéiste comme étant inutile. Alors que la foule continuait de murmurer, Jiyao courut vers Tsuming. Avec un grand sourire, elle le félicita. Tsuming lui retourna le compliment. Jiyao l'encouragea alors à ignorer les bêtises des autres, car éveiller un talent de 10 étoiles était incroyable. Elle reconnut que la classe de maître épéiste pouvait être faible au début, mais elle était sûre qu'avec son talent, ce ne serait pas un problème. Tsuming lui adressa un sourire chaleureux et la remercia, la rassurant qu'il ne se laissait pas atteindre par leurs commentaires. Il ajouta ensuite de manière énigmatique que leur sous-estimation était exactement ce qu'il voulait, ce qui laissa Jiyao perplexe. Leur conversation fut interrompue lorsque l'annonceur appela l'élève suivant. La foule acclama Ren Xiaoman, la fille la plus populaire de l'école, qui s'avançait. On vit Zhang Tang l'encourager. Jiyao commenta sa popularité, mais Tsuming resta silencieux. Au lieu de regarder, Tsuming se retourna et commença à s'éloigner. Jiyao l'interpella, confuse, lui rappelant que la cérémonie n'était pas terminée. Tsuming répondit froidement sans se retourner que cela ne l'intéressait pas. Alors qu'il s'éloignait, des souvenirs douloureux de sa vie passée envahirent son esprit. Il se souvint comment Ren Xiaoman s'était servi de lui, pour ensuite le trahir et le tuer sans hésitation. Il se rappela le vœu qu'il avait fait en mourant et renforça sa détermination à se venger dans cette nouvelle vie. Plus tard, Tsuming traversa la ville, observant que le monde semblait inchangé par rapport à ses souvenirs. Cependant, il savait que certaines choses étaient différentes. Outre sa nouvelle classe, il vérifia son système et découvrit une compétence appelée dissimulation totale. Cette compétence légendaire lui permettait de cacher ou de réécrire des informations sur son équipement, sa classe et ses autres compétences. Il la reconnut comme l'une des 4 compétences qu'il avait ramenées de sa vie précédente. Cette prise de conscience déclencha un autre souvenir, l'anneau brillant de la défiance du Tao. Il regarda ses mains, choqué, comprenant enfin que l'artefact divin l'avait vraiment suivi à travers le temps. Alors que Tsuming contemplait l'anneau, le panneau du système s'illumina de nouveau. Il annonça qu'il chargeait l'artefact divin. Alors que l'anneau était intégré, un nouveau message apparut. Tsuming avait hérité d'une partie des compétences de son ancienne classe de tueur de dieux. Il regarda, choqué, se demandant comment il était possible d'obtenir des compétences de la classe de sa vie passée alors que sa nouvelle classe était le dieu de l'épée. Un écran de statut détaillé se matérialisa, affichant son nom, Tsuming, niveau 1, avec des statistiques de base équilibrées. Sa classe fut confirmée comme étant dieu de l'épée, unique au monde et mythique, et son talent était l'ascension universelle. La section des compétences listait maintenant 4 capacités, l'âme du tueur de dieu, dissimulation totale, pas de l'ombre et œil perspicace. Avec ces nouvelles informations, Tsuming commença à élaborer un plan.
Il pensa à un vieux proverbe, un homme est innocent, mais posséder un trésor fait de lui une cible. Pour éviter d'être utilisé par les autres et parce qu'il n'était pas encore assez fort, il savait qu'il devait être prudent. Bien que son talent de 10 étoiles soit impossible à cacher, il décida qu'il devait dissimuler toutes les informations sur sa véritable classe mythique, le dieu de l'épée. Il se jura de saisir cette seconde chance et de ne pas répéter ses erreurs passées. Il savait par expérience que le défi du donjon pour débutants arriverait le 2e jour après la cérémonie d'éveil. Avec ses connaissances et ses compétences, Su-Ming était confiant que le donjon pour débutants ne serait pas un défi. Son but était de monter de niveau plus vite que n'importe qui d'autre et d'obtenir un meilleur équipement. Pour ce faire, il décida de défier le boss le plus difficile du donjon dès le début. Mais d'abord, il avait besoin d'une arme décente. Pendant ce temps, dans une chambre luxueuse d'un grand gratte-ciel nommé Palace, une scène différente se déroulait. Zhang Tang et Ren Xiaoman étaient ensemble. Ren Xiaoman taquina Zhang Tang de l'avoir amené dans un tel endroit juste après la cérémonie. Zhang Tang, irrité, lui dit de ne pas mentionner la cérémonie, se plaignant que Su-Ming lui avait volé la vedette. Ren Xiaoman, cependant, était déjà en train de comploter. Elle lui dit de ne pas s'énerver, expliquant que même si Su-Ming n'était qu'un maître épéiste, son attribut d'éveil était incroyablement élevé. Elle l'assura que Su-Ming aurait beaucoup de valeur à utiliser pour eux plus tard. Intrigué, Zhang Tang lui demanda ce qu'elle voulait dire. Ren Xiaoman sourit malicieusement et lui montra quelque chose sur son téléphone. Alors que Zhang Tang regardait, son expression passa de l'agacement à la surprise. Ren Xiaoman expliqua son plan avec un regard froid et calculateur. Elle était convaincue que si elle tendait un petit appât à Su-Ming, il le mordrait. Alors, tout comme avant, ils pourraient l'utiliser à leur propre fin. Suivant son plan, Su-Ming arriva à un immense gratte-ciel qui abritait un marché d'armes. Il prit un ascenseur jusqu'au 12e étage où il fut accueilli par un employé de l'Emporium des armes. En traversant les lieux, il observa que l'endroit était rempli d'élèves nouvellement éveillés se préparant pour l'épreuve du donjon pour novices. Il entendit certains se plaindre de leur manque d'argent, réalisant qu'ils devraient trimer dans les donjons pour une arme décente. L'attention de Su-Ming fut attirée par une foule rassemblée autour d'une vitrine spécifique. Ils admiraient une épée bleue brillante appelée la lame de givre du tyran, une arme de rang diamant qui aurait été forgée par un joueur de haut niveau de la classe grand épéiste. La foule s'émerveillait de sa puissance, qui pouvait soi-disant geler le sang d'un monstre, mais était également intimidée par son prix de 1 million de pièces d'ave. Alors qu'il exprimait leur admiration, Su-Ming sourit en lui-même. Il se souvint de sa vie passée que cette arme était une contrefaçon, et que les marchands qui la vendaient finiraient par être arrêtés. Ses pensées furent interrompues par une voix. Il se retourna pour voir une femme bien habillée aux cheveux gris courts, flanquée de 2 gardes du corps. Elle lui demanda s'il était Su-Ming, et lui, à son tour, demanda qui elle était. La femme se présenta comme étant Jeanne Lan, vice-directrice du groupe Jeanne, et lui tendit sa carte de visite. Su-Ming prit la carte, déclarant qu'il ne pensait pas la connaître. Jeanne Lan ignora son commentaire et, assez fort pour que les autres l'entendent, annonça qu'au nom du groupe Jiangan, elle couvrirait toutes ses dépenses de la journée. Elle lui dit ensuite qu'elle espérait qu'il pourrait lui rendre un service. Quand Su-Ming demanda quel genre de service, elle ordonna à un garde du corps de lui montrer une photo. La photo montrait une jeune fille souriante aux yeux cachés, entourée de fleurs blanches. Jeanne Lan expliqua que la fille était sa jeune sœur, Jeanne Yanqing, qui fréquentait aussi son école et venait de s'éveiller. Elle révéla qu'elle avait déjà enquêté sur son éveil et était au courant de son talent de 10 étoiles. Elle en déduisit qu'avec sa puissance, le donjon pour novices ne serait pas un défi pour lui. Elle lui rappela que seuls les nouveaux éveillés pouvaient y entrer, puis fit sa demande. Elle voulait qu'il fasse équipe avec sa sœur et la protège pour qu'elle puisse terminer l'épreuve en toute sécurité. Après un instant, Su-Ming refusa catégoriquement, disant qu'il n'était pas intéressé. Alors qu'il s'éloignait, Jeanne Lan resta sous le choc. Elle lui cria après, lui offrant de choisir n'importe quelle arme dans le magasin s'il acceptait, mais son offre fut accueillie par le silence. Furieuse, elle se demanda comment un étudiant fauché qui venait d'avoir de la chance pouvait avoir le droit de la refuser. Alors que Jeanne Lan fulminait, Su-Ming s'arrêta. Avec une expression calme, il se retourna et dit « Ah oui ». Il désigna alors l'arme la plus chère du magasin et déclara qu'il prendrait la lame de givre du tyran, la fausse épée valant 1 million de pièces d'ave. Jeanne Lan était furieuse, croyant qu'il essayait délibérément de l'extorquer. Elle l'accusa de compliquer les choses et lui demanda s'il pensait vraiment que quelqu'un de son statut valait 1 million de pièces. Su-Ming lui rappela simplement qu'elle lui avait offert de choisir n'importe quelle arme. Il lui dit que si elle n'était pas prête à tenir sa promesse, le marché était annulé. Avec un sourire confiant, il lui offrit alors un conseil, lui disant de faire savoir à sa sœur qu'elle devrait se préparer avec tous ses efforts, sous-entendant qu'il y a des choses que la richesse ne peut pas acheter. Étonnamment, la colère de Jeanne Lan s'estompa, remplacée par un sourire intrigué. Elle trouva Su-Ming intéressant et admit en elle-même qu'elle avait dépassé les bornes. Elle se tourna et partit avec ses gardes du corps. Les badauds étaient stupéfaits, chuchotant sur la façon dont cet étudiant venait de se jouer des puissantes personnes du groupe Jeanne. Alors qu'il partait,
le téléphone de Shuming vibra à la réception d'un message. Il regarda et vit que c'était de Ren Xiaoman. Le message était exactement comme dans ses souvenirs. Elle lui demandait s'il l'avait toujours aimé, prétendait avoir changé Davis, et lui demandait de la retrouver sur le toit du bâtiment académique ce soir-là. Shuming nota avec un amusement glacial que même s'il ne s'était pas éveillé en tant que tueur de dieux, les tactiques manipulatrices de Ren Xiaoman n'avaient pas changé. Se souvenant de son vœu de vengeance, il répondit par un simple message, acceptant de la rencontrer. Ceci réglé, Shuming reporta son attention sur la recherche d'une arme. Il s'approcha d'un vendeur et l'interrogea sur un étalage d'objets ressemblant à des roches déchiquetées, appelées pierres d'épée. L'assistante expliqua qu'il s'agissait de pierres d'armes qui avaient une chance de produire une arme de rang argent, mais elle l'avertit prudemment que tout reposait sur la probabilité, et que la plupart des pierres ne contenaient que des armes de la plus basse qualité. À sa grande surprise, Shuming lui dit que c'était exactement ce qu'il voulait. Il expliqua qu'au lieu de dépenser une fortune pour une arme en argent qui deviendrait bientôt obsolète, il valait bien mieux parier sur l'obtention d'une arme à partir d'une pierre bon marché. Cependant, en regardant les pierres, il se dit que pour lui, ce n'était pas vraiment un pari du tout. La vérité était qu'il pouvait réellement voir les données à l'intérieur des pierres. C'était grâce à une autre compétence qu'il avait ramenée de sa vie passée, l'œil de perspicacité. Un panneau système expliqua que cette compétence légendaire donnait à ses yeux le pouvoir de voir la vraie nature des choses. Utilisant cette capacité, il ramassa l'une des pierres avec confiance. Il savait qu'une arme en argent ordinaire coûterait des centaines ou des milliers de pièces dès avant, mais en utilisant sa compétence pour en trouver une dans une pierre bon marché, c'était une valeur incroyable pour un étudiant fauché comme lui. Alors que Shuming était assis avec la pierre d'arme, ses actions attirèrent l'attention d'autres étudiants. L'un d'eux, un garçon aux cheveux blonds, le reconnut comme le gamin qui venait de refuser le puissant groupe Jangan. Le garçon et ses deux amis s'approchèrent de Shuming en ricanant. Le garçon blond se moqua de lui parce qu'il tenait une pierre d'arme merdique, se moquant de l'idée que Shuming refuserait un cadeau d'une grande entreprise juste pour parier sur une camelote. Ils traitèrent Shuming d'idiot. Shuming, cependant, resta imperturbable. Il reconnut le tyran blond comme étant Yang Ding, un gosse de riche dont il se souvenait de sa vie passée, qui prenait son pied à harceler les plus jeunes. Trouvant la situation pénible, Shuming décida de s'amuser un peu avec eux. Il se tourna calmement vers Yang Ding et proposa un pari, 5000 pièces d'AV qu'il pourrait obtenir une arme de rang argent de la pierre qu'il tenait. Après un moment de silence stupéfait, Yang Ding et ses amis éclatèrent de rire, pensant que Shuming était un idiot. Yang Ding se moqua de lui, disant qu'il y avait 99,99% de chances que la pierre soit de la camelote et qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi désireux de jeter son argent par les fenêtres. Shuming répondit simplement qu'il verrait bientôt qui gaspillait vraiment son argent. Yang Ding accepta le pari avec empressement, et une foule de curieux se rassembla. Shuming déclara qu'il ouvrirait la pierre sur le champ, avertissant le tyran de ne pas se défiler. Yang Ding se contenta de rire, lui disant de s'inquiéter des 5000 pièces qu'il était sur le point de devoir. Sous les yeux de tous, Shuming activa son œil de perspicacité. Sa vision changea, lui permettant de voir l'épée rougeoyante cachée à l'intérieur de la pierre. Avec un cri confiant, il brisa la pierre. Une lumière rouge brillante jaillit de la roche brisée, et une épée puissante s'en échappa. Yang Ding, ses amis et toute la foule ne purent que regarder avec une incrédulité totale tandis que Shuming attrapait calmement l'arme par la garde. Une notification système apparut, identifiant sa nouvelle arme, une épée à bord cramoisi en fer noir, une arme en argent de basse qualité avec un affixe spécial appelé buveur écarlate, qui lui permettait d'absorber le sang des monstres pour soigner son porteur. Debout au milieu du silence stupéfait, Shuming tenait sa nouvelle épée, la mirant comme une belle arme. Il pensa alors, avec un regard froid et déterminé, que cette nouvelle épée serait parfaite pour son rendez-vous avec Ren Xiaoman ce soir-là. Yang Ding et ses amis restèrent dans un silence stupéfait, incapables de croire que Shuming avait tiré une arme de rang argent de la pierre. Shuming, tenant l'épée, fit remarquer nonchalamment qu'elle n'était pas mauvaise, en particulier sa capacité de vol de vie, notant que cela éliminerait son besoin d'un guérisseur lors de la prochaine épreuve du donjon. Un panneau système confirma que l'arme était une épée en acier noir de rang argent avec plus 10% de vol de vie. Alors que Yang Ding regardait, paniqué, Shuming pointa la lame vers lui, rappelant au tyran qu'un pari est un pari et que les 5000 pièces d'AV étaient maintenant à lui. Vaincu, Yang Ding transféra l'argent. Partant en trombe, il cria qu'il n'oublierait pas cette humiliation. Shuming lui conseilla simplement de ne plus faire de paris aussi imprudents à l'avenir. L'assistante du magasin regarda avec stupéfaction, réalisant que cela faisait des années que personne n'avait sorti une véritable arme d'une de leurs pierres. Avec ses gains, Shuming retourna au comptoir pour un fourreau, demandant si 5000 pièces seraient suffisantes. L'assistante, troublée, confirma que oui. Il acheta un fourreau orné en or de rang argent qui réduisait la perte de durabilité de l'arme de 50%. Shuming était satisfait, sachant que cela réduirait considérablement l'usure de l'épée. Alors qu'il tenait son épée rengainée, une notification système apparut lui demandant s'il voulait activer une fonction cachée appelée manifestation d'armes. Il décida de ne pas le faire,
pensant que ce n'était pas encore le moment. Avec un sourire narquois, il pensa qu'il devait encore prendre cette nouvelle arme et augmenter son rang. Plus tard, en se promenant dans un parc, Su-Ming réfléchit à sa situation. Il reconnut qu'après s'être éveillé en tant que dieu de l'épée, il n'avait pas une seule compétence de classe utilisable. Cependant, sa classe était dotée d'un talent primordial incroyablement puissant, l'ascension universelle. Ce talent unique lui permettait d'améliorer la qualité de n'importe quel objet une fois, rendant sa classe mythique vraiment digne de son rang. Tenant son épée, il testa ce pouvoir. Une notification système annonça que l'ascension universelle était activée. L'ascension a réussi, et l'effet buveur écarlate a été obtenu. L'épée se mit à briller d'une puissante aura rouge. Une notification finale afficha le nouveau statut de l'arme, une épée en acier noir cramoisi de haut rang argent. Sa capacité buveur écarlate a été améliorée pour drainer le sang de la cible au contact, et elle a gagné une nouvelle compétence, soif de sang, accordant un bonus temporaire de plus 5 à toutes les statistiques pendant 30 secondes après avoir tué un monstre. Su-Ming était satisfait de l'amélioration. Les préparatifs terminés, il activa la manifestation d'armes cachées, confiant que le donjon pour débutants du lendemain ne serait pas un défi. Plus tard cette nuit-là, Su-Ming arriva sur le toit du bâtiment académique. Il se tenait en silhouette contre le paysage urbain futuriste, sa nouvelle épée à la main. Ren Xiaoman était déjà là. Elle se tourna avec un sourire séducteur et le salua, le réprimandant avec malice pour son retard. Son sourire disparut instantanément. Sans un mot, Su-Ming abattit son épée sur elle. Elle hurla et évita de justesse l'attaque alors que la lame s'enfonçait dans le rebord en béton où elle se trouvait. Elle le regarda, incrédule, lui demandant ce qu'il faisait. Avec un regard froid et inébranlable, Su-Ming lui dit qu'il était venu pour se venger. Un souvenir douloureux de sa vie passée lui revint en mémoire. Le moment de sa mort, tenant Jiao mourante alors que Ren Xiaoman regardait sans remords. Ren Xiaoman était déconcertée et en colère. Elle exigea de savoir de quoi il parlait, lui rappelant qu'elle venait d'accepter sa confession. Elle brandit son téléphone, montrant un historique de messages où il lui avait dit qu'il l'aimait bien et lui avait demandé de sortir avec lui. Elle cria de frustration, soulignant que c'était lui qui voulait sortir avec elle. Elle ne comprenait pas pourquoi il essayait maintenant de la blesser. Su-Ming se tenait simplement là, son expression dure et silencieuse. Il la regarda avec un sourire froid et entendu. Il lui dit que bien qu'elle ait raison à propos de la confession, cela s'était produit dans une vie antérieure. Son esprit retourna en arrière, rejouant leur relation. Il se souvenait d'elle comme de la fille la plus populaire de l'école alors qu'il n'était qu'un orphelin solitaire. Il se souvint du jour suivant la première cérémonie d'éveil. Découragée, elle l'avait approché et lui avait demandé, avec un gentil sourire, s'il allait bien. À partir de ce jour, il sentit qu'il avait l'affection de quelqu'un. Cela a conduit à sa confession par message, à leur rendez-vous romantique et à leur intimité. Mais ce passé heureux fut brisé par le souvenir d'une photographie d'elle et de Zhang Tang ensemble, un symbole de sa trahison ultime. De retour dans le présent, le visage de Su-Ming se tordit de rage alors qu'il criait que tout cela n'était qu'un mensonge. Il l'accusa furieusement, déclarant qu'il savait tout de ses manigances avec Zhang Tang et qu'elle ne faisait que se servir de lui. Ren Xiaoman était complètement choqué, bégayant qu'il disait n'importe quoi et essayant de nier ses accusations. Mais Su-Ming était implacable. Il lui dit qu'elle savait très bien s'il mentait ou non et que sa belle personnalité posée n'était qu'une imposture. Il se pencha alors, la voix remplie de venin, et lui dit que sa vraie nature n'était rien de plus qu'une personne vaniteuse et sans vergogne. À ces mots, le sang-froid de Ren Xiaoman vola complètement en éclats. Son visage se tordit de fureur alors qu'elle laissait tomber son masque. Elle lui hurla dessus, lui demandant ce qu'il pouvait bien savoir et le traitant d'orphelin. Elle cracha venimeusement que si son talent n'avait pas eu de valeur, il n'aurait même jamais eu la chance de lui parler. Elle le menaça ensuite, criant que ni elle ni Zhang Tang ne le laisseraient s'en tirer après l'avoir insulté. Su-Ming accueillit ses menaces avec un sourire méprisant. Il la mit au défi d'essayer, mais suggéra qu'elle devrait s'inquiéter davantage de la façon dont cette petite affaire affecterait son image publique de pureté de jade si soigneusement élaborée. Cette dernière provocation la poussa à bout. Bouillonnante de fureur, elle se jeta sur l'épée que Su-Ming avait laissée dans le béton et la brandit contre lui. Alors que la lame volait vers lui, Su-Ming se dit que ses actions étaient exactement les mêmes que dans sa vie antérieure. Cependant, cette fois, il était préparé. Juste au moment où l'épée allait frapper, des vrilles d'énergie rouge jaillirent de la lame, l'arrêtant en plein vol et laissant Ren Xiaoman complètement sous le choc. Su-Ming expliqua qu'il avait vu cela venir, connaissant son penchant pour les coups de poignard dans le dos. Une notification du système confirma l'activation de la capacité buveur écarlate de son arme. Les vrilles d'énergie rouge jaillirent de la lame et s'enroulèrent autour de Ren Xiaoman. Su-Ming révéla son piège. Au moment où il la cibla avec la capacité de son arme, son sort fut scellé. La vrille fonça droit devant, la frappant directement au visage. Elle poussa un cri d'agonie perçant, hurlant que son visage était ruiné. Alors qu'elle s'effondrait au sol, Su-Ming se tint au-dessus d'elle et lui dit froidement qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Il était sur le point de déclarer que c'était le début de sa vengeance, mais elle l'interrompit, hurlant qu'elle allait demander à Zhang Tang de le tuer. Impassible,
Su-Ming rappela simplement son épée, qui se dématérialisa dans son inventaire. Il se tourna ensuite et s'éloigna, lui disant d'aller dire à Zhang Tang qu'il pouvait venir le chercher quand il serait prêt. Il déclara que le coup d'aujourd'hui était sa rupture. Alors qu'il la laissait en pleurs sur le toit, il pensa que cette lame avait aussi servi à trancher l'affection qu'il avait autrefois si profondément chérie. Plus tard, il reçut une notification sur son téléphone. C'était un cadeau de l'académie. Le message venait du directeur Wang, le félicitant pour son éveil et lui fournissant un pack de récompenses pour l'aider à se préparer pour le donjon des débutants. Le pack contenait une pilule de fortification, un pack d'équipement de combat et 10 000 pièces d'ave. Le jour suivant commença à 6 heures du matin. Su-Ming tenait la pilule de fortification du directeur. Il reconnut la générosité mais soupçonna que c'était par pitié pour avoir éveillé une faible classe de maître d'épée malgré son talent 10 étoiles. Il mangea la pilule immédiatement, se plaignant de son goût horrible. Le mauvais goût fut oublié alors qu'il était enveloppé d'une aura dorée. Une notification du système le choqua. La pilule lui avait octroyé plus 10 en constitution et 100 points d'expérience, assez pour le faire passer instantanément au niveau 2 et lui accorder 10 points d'attribut gratuits. Alors que son écran de statut se mettait à jour, un nouveau talent passif s'activa, le corps d'épée inné. Ce talent signifiait qu'il avait de façon innée formé une épée dans son cœur, lui permettant d'apprendre n'importe quelle compétence de type épée en ignorant leurs restrictions habituelles. Su-Ming était satisfait, réalisant que, comme attendu de son talent 10 étoiles, il pouvait apprendre des capacités simplement en montant de niveau. Rempli d'une nouvelle confiance, il eut un sourire narquois et déclara qu'il montrerait à tout le monde son véritable pouvoir dans le donjon pour novices. Il arriva à la zone du donjon pour novices de la première académie de Xuanjing, une place animée remplie d'étudiants et de portails. Un groupe de ses camarades de classe s'approcha de lui. Les mêmes étudiants qui s'étaient moqués de sa classe lui demandaient maintenant avec empressement de faire équipe. Ils louèrent son talent 10 étoiles et le cadeau du directeur, suggérant que le donjon serait simple. Ils proposèrent leur propre classe pour compenser les prétendues faiblesses du maître d'épée, espérant profiter de son succès pour obtenir un meilleur score. Su-Ming était dégoûté par leur hypocrisie, pensant à la façon dont il l'avait méprisé la veille. Il les rejeta sans ménagement, disant qu'il avait déjà une équipe. Ces paroles furent entendues par Jiyao, qui accourut, surprise, demandant quand il avait formé une équipe. Elle expliqua qu'elle était venue tôt exprès pour être la première à lui demander de faire équipe. Su-Ming, pris au dépourvu, essaya de s'expliquer. Il lui dit que ses objectifs n'étaient pas les récompenses habituelles, et qu'il craignait qu'elle ne soit blessée. Il se pencha alors et lui chuchota sa véritable intention. Il prévoyait de défier le donjon seul. Juste au moment où Jiyao digérait l'information, ils furent interrompus par un étudiant aux cheveux bleus avec un sourire confiant. Il se présenta comme étant Yanz, un ranger chasseur de démons 9 étoiles, et invita formellement Su-Ming dans son équipe. Su-Ming reconnut Yanz de sa vie antérieure et refusa catégoriquement son offre sans hésitation. Avant que Yanz ne puisse insister, Jiyao intervint. Elle passa son bras autour des épaules de Su-Ming et annonça qu'il avait déjà fait équipe avec elle, et qu'ils devraient donc tous arrêter de l'embêter. Les autres étudiants, y compris Yanz, s'excusèrent et partirent. Alors que la foule se dispersait, Su-Ming regarda Jiyao avec gratitude, pensant à quel point elle était fiable. Alors que Su-Ming se tenait avec Jiyao, il jeta un coup d'œil à une horloge, notant que l'heure de début du donjon approchait. Pile à l'heure, un immense portail bleu tourbillonna et prit vie, et une voix annonça que le 127e défi du donjon pour novices avait officiellement commencé. Du portail, une diffusion holographique du directeur Wang apparut. Avec l'air de quelqu'un qui venait de se réveiller, il s'excusa pour s'être réveillé en retard. Il expliqua les règles de l'épreuve obligatoire d'une journée. Chaque étudiant était préinscrit, et à l'intérieur, ils gagneraient des points en fonction de leur contribution. Il leur conseilla vivement de former des équipes pour augmenter leurs chances de survie et de terminer le défi dans la journée. Pendant que le directeur parlait, Jiyao se tourna vers Su-Ming pour constater qu'il avait disparu. Elle regarda autour d'elle, confuse. Avant que quiconque ne puisse réagir, le directeur Wang déclara officiellement le donjon ouvert. À cet instant, une silhouette passa en trombe devant les autres étudiants et plongea directement dans le portail. La foule éclata de stupeur, criant que quelqu'un était déjà entré et identifiant rapidement le challenger solitaire comme étant l'étudiant 10 étoiles, Su-Ming. En entrant dans le donjon, Su-Ming fut envahi par la nostalgie. Il se souvint comment, dans sa première vie, il avait été à la fois effrayé et excité. Une voix puissante retentit alors, souhaitant la bienvenue aux novices. Elle expliqua que le donjon était un lieu de danger et d'opportunité, et que pour en sortir, il devait vaincre le boss normal. Cependant, elle fit également allusion à une méthode de difficulté plus élevée pour de plus grandes récompenses. Avec un regard déterminé, Su-Ming déclara son nouvel objectif. Dans cette vie, il choisirait le défi le plus difficile et tuerait le boss caché ultime du donjon. Il se retrouva dans une jungle luxuriante éclairée par la lune, identifiée par le système comme la forêt du flot déchaîné, une zone de niveau F. Il nota immédiatement que la carte du donjon pour novices changeait chaque année, rendant cet endroit différent de sa vie antérieure.
Il savait aussi que le point d'apparition était aléatoire pour chaque challenger, ce qui signifiait que la planification de l'itinéraire devait se faire à la volée. Cela signifiait également que les monstres qu'il rencontrerait seraient différents, ajoutant une autre couche d'imprévisibilité. Alors que Su-Ming commençait à explorer, il rencontra rapidement un redoutable ennemi, un monstre arbre intelligent et massif avec une tête de feu rugissant et un visage sculpté menaçant. Il savait de sa vie antérieure que ce monstre, bien qu'immobile, utiliserait ses lianes pour traîner ses cibles dans sa gueule enflammée. Cependant, son but n'était pas de combattre tous les monstres. Il était concentré sur le boss caché. Par conséquent, il décida qu'il valait mieux éviter des ennemis aussi difficiles. Il regarda une carte holographique traçant son parcours. Il pensa que la raison pour laquelle il s'était précipité en premier était de se donner une longueur d'avance. Il devait explorer la nouvelle configuration et trouver les objets nécessaires pour invoquer le boss caché. Bien que la carte change chaque année, il savait que la stratégie fondamentale pour déclencher le combat contre le boss resterait la même. Il devait agir vite avant que d'autres étudiants n'arrivent et ne rendent la collecte des objets nécessaires plus difficile. Son plan établi, il passa à l'action, bondissant à travers la forêt dense. Quelque temps plus tard, à 7h30, un autre groupe d'étudiants entra dans le donjon. Une fille aux cheveux bleus clairs et ses deux coéquipiers masculins regardèrent autour d'eux dans la clairière silencieuse. Ils remarquèrent qu'il n'y avait aucun autre challenger à proximité et en conclurent que la zone devait être sûre. Leur sentiment de sécurité fut brisé lorsque la fille entendit un bruit dans les arbres, alertant son équipe. Ils levèrent les yeux juste à temps pour voir un autre étudiant s'écraser à travers le feuillage. Le garçon, brandissant un marteau, atterrit près d'eux, hurlant à l'aide. L'équipe fraîchement arrivée ne put que regarder, choquée, la source de la poursuite se révélait, deux rats monstrueux géants aux yeux rouges luisants. Reconnaissant les rats sanguinaires, le courage des étudiants leur manqua, et pris de panique, ils décidèrent de se séparer et de courir pour sauver leur vie. De retour sur la place, le danger de l'épreuve devint évident. À 7h31, un rapport en temps réel clignota au-dessus du portail, annonçant que 3 challengers avaient été dévorés par les rats sanguinaires. L'étudiant tombé au combat le plus puissant était Lida Biao, 6 étoiles. Jiao, qui essayait toujours de former une équipe, était choquée. Alarmée qu'un étudiant 6 étoiles soit tombé si rapidement, elle appela de toute urgence tout le monde à accélérer la formation de leurs équipes, criant que les personnes à l'intérieur avaient désespérément besoin de plus d'aide. Pendant ce temps, à l'intérieur de la forêt du flot déchaîné, la situation était sinistre. La fille aux cheveux bleus qui avait été poursuivie courait pour sa vie, maintenant seule et blessée. Dans la panique, elle avait été séparée de ses coéquipiers et avait perdu toute orientation. Alors qu'elle essayait de se repérer, elle sentit une nouvelle présence. En levant les yeux, elle vit la silhouette d'un monstre massif ressemblant à un singe, perché dans les arbres. La créature sauta au sol, ses yeux rouges luisants la fixant avec malveillance. Paralysée par la peur, la fille ne put que regarder la bête géante bondir vers elle. Dans son dernier moment, elle ferma les yeux très fort et cria pour que quelqu'un la sauve. Soudain, un éclair de lumière rouge passa devant elle. Dans une incroyable explosion de vitesse, Su-Ming apparut. Son épée d'acier noir cramoisi devint un flou alors qu'il frappait le monstre singe. L'épreuve du donjon pour novices était plus mortelle que ce que les étudiants attendaient. La panique s'empara des nouveaux éveillés alors qu'ils se retrouvaient dispersés et dépassés. Un étudiant terrifié se lamenta sur sa chance en rencontrant un ours brun sanguinaire d'élite de niveau 5 dès le début. Sa lamentation se transforma en un cri alors qu'il était brutalement empalé par la bête. Le chaos ne se limitait pas à une seule zone. À travers la forêt, d'autres étudiants fuyaient des créatures comme le chasseur des marais de niveau 2 et le chien de pistage de niveau 3, beaucoup connaissant la même fin fatale. Les appels à l'aide inondèrent les canaux de communication avec des rapports désespérés indiquant que les points de téléportation étaient complètement encerclés par des hordes de monstres, demandant un renfort urgent qui ne venait pas. Au milieu du carnage, Jiao se retrouva complètement seule, entourée des corps sans vie de ses coéquipiers. Accablée de chagrin et terrifiée, elle s'effondra dans les hautes herbes, tremblant en se remémorant ses coéquipiers lui disant de se cacher. À peine une demi-heure s'était écoulée depuis le début de l'épreuve, et la difficulté était si élevée qu'elle doutait qu'un nouvel étudiant puisse y survivre. Ailleurs dans la forêt, la fille aux cheveux bleus clairs était sous le choc, acculée par le monstre singe géant. Juste au moment où la bête se jetait sur elle, une rafale de coups d'épée rapide fendit l'air. Su-Ming apparut dans un flou de mouvements, sautant par-dessus la fille terrifiée et atterrissant avec grâce entre elle et la bête. La fille le regarda avec admiration, pensant qu'il était incroyablement fort et qu'il avait tué le monstre d'un seul coup. Reconnaissante, elle commença à le remercier, le reconnaissant et lui demandant s'il était le célèbre étudiant 10 étoiles, Su-Ming. Avec un sourire calme, Su-Ming lui dit qu'il ne faisait que passer. Il l'avertit alors d'un air sombre qu'il ne pourrait pas la sauver une deuxième fois, révélant que le monstre n'avait pas encore été tué. La fille aux cheveux bleus fut choquée d'apprendre que le monstre était encore en vie et se retourna pour voir son ombre menaçante se profiler derrière elle. Paniquée, elle déclara qu'elle allait chercher des renforts et cria à Su-Ming de tenir bon alors qu'elle courait pour sa vie. Seule avec la bête, Su-Ming activa calmement son œil de perspicacité.
Un panneau du système révéla l'identité du monstre, un roi singe mutant, une bête féroce de niveau 3 avec une force et une constitution élevée, mais une agilité très faible. Réalisant que c'était un monstre mutant, Su-Ming comprit pourquoi il avait survécu à un coup direct de son arme de grade d'argent. Le roi singe mutant se rétablit et sauta dans les airs, abattant ses poings massifs dans un coup puissant, mais Su-Ming esquiva facilement l'attaque. Il nota avec un sourire narquois que la vitesse du monstre n'était pas si mauvaise et décida de faire un concours avec lui. Se souvenant des compétences dont il avait hérité de sa vie passée, il décida d'utiliser la troisième, le pas du dieu caché. Une notification du système expliqua que cette compétence était une technique d'accélération qui augmentait sa vitesse de 50% et le rendait complètement immunisé à toutes les attaques et impossible à cibler pendant son activation, bien qu'elle consomme une grande quantité d'endurance. Une vague d'énergie brillante couleur sarcelle enveloppa Su-Ming. Il disparut en un instant, réapparaissant directement derrière le roi singe confus, le narguant en lui disant qu'il était derrière lui. Le monstre rugit et se retourna pour attaquer, mais Su-Ming disparut à nouveau dans un éclair de lumière. Regardant la bête maintenant déséquilibrée et vulnérable, Su-Ming déclara le concours terminé, le trouvant ennuyeux et à sens unique. Le roi singe mutant ne put que regarder, choqué. La silhouette de Su-Ming se reflétait dans son œil terrifié alors qu'il se préparait à frapper. Déclarant qu'il avait fini de jouer, Su-Ming déchaîna une dernière attaque dévastatrice qui trancha le monstre en deux. Une notification du système confirma immédiatement sa victoire. Alors que le corps du monstre se dissolvait en données, un écran de butin apparut. Il avait obtenu un parchemin de compétences de taillade unique de bronze de bas grade. Il se tenait au-dessus des restes de son ennemi, pensant que même si la compétence était de bas rang, c'était une découverte décente pour le donjon pour novices. Soudain, il fut enveloppé d'une lumière dorée brillante alors qu'un grand titre de premier sang apparut devant lui. Une annonce à l'échelle du donjon fut diffusée, déclarant qu'un maître d'épée de niveau 2 avait réalisé le premier meurtre de la forêt du raz-de-marée, obtenant ainsi le titre de premier sang. Partout dans le donjon, les étudiants en difficulté furent choqués de recevoir la notification. En récompense, chaque joueur reçut une petite potion de soin. Une fille blessée serra la potion qui apparut dans sa main, soupirant de soulagement. Les étudiants commencèrent à spéculer sur le mystérieux maître d'épée, certains devinant immédiatement qu'il s'agissait de l'étudiant 10 étoiles, Su-Ming. D'autres soutenaient que ce pourrait être un autre maître d'épée, mais ils étaient tous d'accord que cet exploit leur donnait l'espoir que le donjon était terminable. De retour dans sa clairière, Su-Ming paniqua. Il avait complètement oublié le système de titres publics, réalisant que cela pourrait exposer sa véritable force. Il décida d'être plus prudent, prévoyant d'utiliser sa compétence de dissimulation totale pour cacher ses futurs exploits. Il était également surpris qu'après une demi-heure, il soit la première personne à tuer un seul monstre. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, il s'arrêta soudainement. Une meute de loups sinistres de niveau 3 émergea des buissons, leurs yeux verts brillant de manière menaçante. Su-Ming eut un sourire narquois, reconnaissant les loups comme l'un des meilleurs monstres pour monter de niveau. Il décida que c'était l'occasion parfaite d'essayer sa nouvelle compétence d'épée. Il avait déjà utilisé son talent unique, l'ascension universelle, pour améliorer le parchemin de compétences de bronze du singe. Le système avait déclenché la sublimation de la compétence, la transformant en une nouvelle capacité plus puissante. Il avait obtenu une compétence d'argent de bas grade, la taillade dégainée, une technique qui lui permettait de rengainer son épée, de rassembler sa concentration et de déchaîner une frappe dévastatrice en un seul mouvement. Alors que les loups sinistres hurlaient, Su-Ming déchaîna son nouveau pouvoir. Une vague massive d'énergie bleue en forme de croissance abattit sur la meute qui chargeait. La vague d'énergie massive déchira les loups sinistres avec une force dévastatrice. Dans une démonstration brutale et sanglante, la taillade dégainée de Su-Ming décapita et trancha la meute entière, lui rapportant une cascade de points d'expérience à chaque victime. À 9h30, il se tenait seul dans la clairière désormais silencieuse, le sol jonché des restes de ses ennemis. Avec un sourire satisfait, il regarda une notification du système confirmer qu'il avait atteint le niveau 9 et obtenu le titre de légende du loup affamé. Il reconnut que sa stratégie d'utiliser la taillade de stylier à longue portée était le moyen le plus efficace d'éliminer en masse ces monstres de bas niveau. Il fit à nouveau la démonstration de la technique, rengainant son épée et concentrant son intention. Il accumula de l'énergie, verrouilla sa prochaine ciblée, avec un regard déterminé, déchaîna un autre coup puissant. Une seconde vague massive d'énergie descendit, prête à anéantir un autre groupe de loups. Cependant, cette fois, son attaque rencontra une résistance inattendue. À la grande surprise de Su-Ming, sa puissante taillade fut soudainement déviée dans une explosion de fumée et de feu. Une nouvelle silhouette, bien plus grande, émergea du chaos. C'était un monstre loup bipède massif aux yeux rouges luisants, identifié par le système comme le chef roi loup de niveau 10, le fixant avec une pure malveillance. Pendant que Su-Ming montait de niveau à une vitesse étonnante, les autres étudiants commençaient à peine à s'organiser. À 8h30, une heure après l'ouverture du donjon, des équipes commencèrent à se former et à entrer dans le portail, déterminées à riposter. Des cris de contre-attaque retentirent alors que les groupes nouvellement formés,
renforcés par le gros des étudiants, commencèrent à repousser les hordes de monstres. Une de ces équipes se retrouva dans une bataille désespérée. Un étudiant aux cheveux bleus bondit en avant, tranchant un monstre massif ressemblant à une souris mutante pour sauver son coéquipier tombé. Lui et son compagnon regardèrent, choqués et soulagés, alors qu'il était inondé de points d'expérience grâce à cette victoire. Une notification du système confirma qu'il avait vaincu une souris des champs mutante. L'équipe célébra sa victoire, remplie d'un espoir renouvelé. Il pensait qu'avec l'arrivée de la force principale et l'aide des potions de soins, il pourrait certainement gagner. Un étudiant a même pleuré de joie en montant en fin de niveau. Leur célébration fut interrompue par une nouvelle annonce surprenante dans tout le donjon. Une annonce du système déclara qu'un autre titre de premier sang avait été remporté, cette fois pour avoir tué un monstre chef. Les détails de l'annonce laissèrent tous les étudiants du donjon stupéfaits. Le joueur qui avait accompli cet exploit incroyable était un pêcheur de niveau 9. La récompense était le titre de chef des chefs. Des murmures d'incrédulité se répandirent comme une traînée de poudre. Ils se demandaient comment un joueur avec une profession de style de vie non combattante comme pêcheur pouvait être si fort, et encore plus comment il avait déjà pu atteindre le niveau 9. La scène revient 10 minutes en arrière pour révéler l'identité du mystérieux pêcheur. C'était Su-Ming qui avait utilisé sa compétence de dissimulation totale pour déguiser sa classe avant de combattre le roi loup chef. La bataille était intense. Le puissant coup d'épée de Su-Ming s'abattit sur le roi loup, mais la bête était incroyablement agile, esquivant de justesse toute la force du coup. Malgré l'esquive, l'attaque toucha quand même sa cible, laissant une entaille sanglante et épuisant la barre de vie du monstre. Sans se laisser décourager, Su-Ming sauta dans les airs avec une vitesse incroyable. Il provoqua la bête, déclarant que son adversaire n'était pas un étudiant ordinaire, mais un réincarné, tandis qu'il abattait son épée dans un dernier coup décisif. Une notification du système confirma sa victoire. Il avait tué le roi loup à dos argenté, gagnant 500 points d'expérience, ce qui était suffisant pour le faire passer au niveau 10. Il augmenta également la maîtrise de ses compétences et obtint un butin précieux, un os de griffe tranchante en fer et un cœur de roi loup. Cette victoire déclencha l'annonce du chef des chefs dans tout le donjon. Pendant ce temps, ailleurs dans la forêt, Yang Ding et ses deux amis étaient également engagés dans un combat brutal contre une meute de loups. Épuisés et ensanglantés, ils vainquirent finalement le dernier des monstres. Un des coéquipiers de Yang Ding soupira de soulagement, reconnaissant que le parchemin d'amélioration d'attaque, la récompense du donjon pour le titre de chef des chefs, était arrivé juste à temps pour les sauver. Il fit ensuite une remarque sur le mystérieux pêcheur de niveau 9 qui avait remporté le titre. En entendant cela, Yang Ding explosa de frustration. Il ne pouvait pas comprendre comment un joueur avec une classe de compétences de vie non combattante pouvait monter de niveau si rapidement, le ressentant comme une moquerie personnelle envers les joueurs de combat comme lui. Il se plaignit ensuite furieusement de sa machette bon marché, accusant Su-Ming de l'avoir escroqué de son argent. Il se lamenta que s'il n'avait pas été trompé, il aurait pu s'offrir une véritable arme de gras d'argent. Un de ses amis ne put que tenter de le consoler en disant que la chance de Su-Ming était tout simplement trop bonne. La frustration de Yang Ding déborda, et il s'en prit à ses propres coéquipiers, les traitant furieusement d'inutiles et criant qu'il avait dû encaisser tous les dégâts. Il se plaignit qu'après avoir tué tant de loups, l'expérience partagée ne l'avait fait monter qu'au niveau 2, lui donnant l'impression d'être un parfait pigeon. Sa colère se reporta alors sur Su-Ming, et il bouillonnait de rage, jurant que s'il trouvait Su-Ming dans le donjon, il le détruirait. Ses amis essayèrent de le calmer, mais Yang Ding se contenta de ricaner avec dédain. Pendant ce temps, Su-Ming, maintenant niveau 10, s'accroupit dans les buissons et examina un nouveau panneau du système. C'était une notification le félicitant d'avoir atteint le niveau 10 et déclenché sa tâche de changement de profession principale. Le contenu de la tâche serait sélectionné au hasard en fonction de sa situation actuelle. Su-Ming savait que c'était sa grande chance. Il se souvint de sa vie passée où il n'avait atteint le niveau 10 qu'après avoir quitté le donjon des novices. À cause de cela, sa quête de changement de classe générée aléatoirement correspondait à un donjon de niveau bien plus élevé qu'il était incapable de terminer. Il avait été contraint de farmer jusqu'au niveau 15 avant de pouvoir la tenter, ce qui réduisait considérablement la valeur des récompenses. Avec un regard de détermination féroce, il pensa à quel point cette vie était complètement différente. En atteignant le niveau 10 alors qu'il était encore dans le donjon des novices, sa quête serait adaptée à son emplacement actuel. Comme il l'avait prédit, une nouvelle notification lui donna sa tâche, tuer le gardien de la grotte du Rocher Rouge, un monstre d'élite dans la forêt des marais déchaînés. Il sourit, réalisant que cela rendait les choses beaucoup plus faciles. Avec un sourire confiant, Su-Ming déclara que sa première tâche de changement de classe était pratiquement déjà terminée. Il décida d'ajouter tous ces nouveaux points d'attribut à sa statistique d'agilité. Dès qu'il le fit, un autre panneau du système apparut avec une récompense surprenante. Il le félicitait d'avoir franchi le seuil des scènes dans son attribut d'agilité et lui octroyait une nouvelle compétence passive platine de bas grade de sa profession de dieu de l'épée, maître martial de l'épée. Cette puissante capacité lui permettait d'équiper n'importe quel type d'arme d'épée en ignorant complètement toutes les exigences de niveau et de statistiques.
La scène se déplace dans une salle de réunion de la première académie de Xuanjing. Une assistante montra au principal Wang un classement holographique des meilleurs étudiants des villes environnantes. Le principal fut choqué de découvrir que Suming, l'étudiant 10 étoiles en qui il avait de grands espoirs, ne figurait pas sur la liste. Son assistante suggéra que la classe de contrôleur d'épée de Suming était probablement faible au début, mais elle admit qu'il était étrange qu'il ne soit même pas dans le top 500. Leur discussion fut interrompue lorsque la porte s'ouvrit brusquement et qu'une femme entra en trombe. Elle se présenta comme étant Anne Randling, la vice-maire de la ville de Xuanjing. Elle était furieuse, déclarant que le principal lui avait parlé d'un étudiant 10 étoiles prometteur, mais que les données montraient qu'il n'était pas dans le classement. Le principal Wang essaya de s'expliquer, mais la vice-maire l'accusa de mentir sur la force de Suming pour obtenir plus de jetons de qualification pour le prestigieux conseil de la Tour Céleste. Elle souligna que, d'après les données actuelles, seuls Yangxi et Zhang Tang de son académie montraient un réel potentiel. En raison de cette piètre performance, elle réduisait les jetons de qualification de l'académie de 3 à seulement 2. Elle avertit que si l'académie se classait à nouveau dernière cette année, il ne recevrait aucun jeton l'année prochaine, puis elle sortit en trombe. Laissé abasourdi, le principal Wang tenait les 2 jetons le cœur lourd. Il savait que le conseil de la Tour Céleste était une opportunité vitale pour ses étudiants et avait compté sur Suming pour leur assurer une place supplémentaire, pas pour en perdre une. Il ne pouvait qu'espérer que Suming ferait de son mieux et ne le décevrait pas. Pendant ce temps, de retour dans la forêt des marais déchaînés, Suming arriva à l'entrée de la grotte du Rocher Rouge. Il vérifia sa carte, confirmant que c'était le bon endroit pour sa quête de changement de classe, et fut soulagé de n'avoir rencontré aucun autre monstre en chemin. Il jeta un coup d'œil dans la caverne sombre, reconnaissant que, n'étant jamais venu ici dans sa vie antérieure, il n'avait aucune idée des dangers qui l'attendaient à l'intérieur. Avec une expression sérieuse, Suming entra prudemment dans la grotte du Rocher Rouge. Il tomba immédiatement dans une embuscade alors qu'une créature s'écrasa devant lui. C'était un petit monstre à la peau bleue avec des yeux rouges brillants, identifié comme un gobelin chercheur d'or de niveau 6. Le gobelin le dévisagea avec malice. Avant qu'il ne puisse émettre un son, Suming passa à l'action. Il brandit son épée avec une vitesse incroyable, déterminé à tuer la créature avant qu'elle ne puisse alerter toute la grotte de sa présence. Cependant, son meurtre rapide eut l'effet inverse. Une notification du système l'informa qu'il avait déclenché l'alerte de la grotte des gobelins et activé un mode gobelin spécial. Suming fut surpris par cela, il se crispa en réalisant avec une expression sombre que sa tâche de changement de classe n'allait pas être aussi simple qu'il l'avait imaginé. Des ténèbres, une horde massive de gobelins émergea, leurs yeux rouges brillant de manière menaçante alors qu'ils chargeaient vers lui. Le système confirma ses craintes en annonçant que tous les gobelins à l'intérieur de la grotte du Rocher Rouge lanceraient désormais une attaque continue contre lui. Un panneau séparé expliqua que le mode gobelin était un état de comportement comme la paresse, la négligence ou l'avidité. Forcé dans une bataille désespérée, Suming commença à se frayer un chemin à travers les seins. Il savait que même si les gobelins individuels n'étaient pas de haut niveau, leur nombre écrasant constituait une menace sérieuse. Alors qu'il se retirait plus profondément dans la grotte, il commença à s'inquiéter de savoir si la durabilité de son arme pourrait résister à un combat aussi prolongé. Alors que Suming combattait la horde de gobelins, il remarqua soudainement une menace beaucoup plus grande se profilant dans l'obscurité. Un énorme gobelin d'élite souleva une arme massive et brillante. Le monstre géant sauta et abattit son arme dans un coup puissant, forçant Suming à esquiver. Cependant, l'attaque était un piège coordonné. Alors que Suming était en l'air, des archers gobelins prirent pour cible depuis les ombres. Une volée de flèches s'abattit sur lui, et plusieurs atteignirent leur cible, le blessant. En atterrissant, il reconnut que les gobelins étaient étonnamment intelligents, sachant l'attaquer à son moment le plus vulnérable. L'assaut était incessant. Au moment où il atterrit, 2 autres gobelins armés de dagues fondirent sur lui depuis le dessus. Il réussit à bloquer leurs coups, mais la pression constante commençait à peser. Il réalisa que son mana s'épuisait bien trop vite, et qu'il ne pouvait pas se permettre de continuer à utiliser sa puissante compétence de pas d'ombre divin bien plus longtemps. Maintenant entouré de gobelins et de leur redoutable chef d'élite, Suming comprit la difficulté de la situation. Pour un joueur qui manquait de compétences puissantes en début de partie, les affronter de front serait incroyablement difficile. Un sourire confiant apparut alors qu'il décidait que si une approche directe ne fonctionnait pas, il devrait être plus flexible. Mettant son nouveau plan à exécution, il s'éloigna d'un bond, utilisant les murs de la caverne pour se propulser hors de portée de la horde, déclarant qu'il esquiverait d'abord par respect. Les gobelins furent laissés confus par sa retraite soudaine. Maintenant caché derrière une grande formation rocheuse, Suming observait les monstres qui le cherchaient avec un sourire malin, prêt à déclencher son piège. Depuis sa cachette, Suming déclencha son piège, réapparaissant sur un rebord élevé au-dessus des gobelins. Il déclara qu'il avait un cadeau pour eux alors qu'il déchaînait un coup d'énergie massif avec son épée. La puissante vague d'énergie déchira la horde, découpant les plus petits gobelins en morceaux. Avec un sourire confiant, Suming savait que son plan avait fonctionné. En s'assurant la position en hauteur,
il pouvait utiliser l'avantage de la longue portée de son coup d'épée dégainé pour anéantir ses ennemis. Il continua son assaut, lançant un autre coup qui élimina les derniers petits gobelins. Il atterrit avec grâce au milieu du carnage. Le champ de bataille était maintenant silencieux. Le chef gobelin d'élite, unique survivant, regardait avec incrédulité sa troupe se faire anéantir en un instant. Su-Ming s'approcha calmement du monstre blessé dont la barre de vie était au plus bas et l'informa qu'il était le seul survivant. À son insu, sa bataille n'était pas passée inaperçue. À l'extérieur de l'entrée de la grotte, un des amis de Yang Ding se cachait dans les hautes herbes. Il rapporta à son chef qu'il avait entendu des combats à l'intérieur de la grotte. Yang Ding rejeta cela comme étant ridicule, se demandant qui serait assez stupide pour défier une zone de niveau 7 et plus si tôt, mais son ami insista sur ce qu'il avait entendu. Soudain, l'expression de Yang Ding changea alors qu'il entendit lui aussi des bruits de pas approchant de l'entrée de la grotte. Lui et son ami regardèrent une silhouette émerger de l'obscurité, se demandant qui pouvait bien farmer des monstres dans un endroit si dangereux. Alors que la silhouette sortait, le visage de Yang Ding se figea d'incrédulité. C'était Su-Ming, l'air amoché mais victorieux. Su-Ming, remarquant le groupe dans les buissons, se dit à lui-même qu'il était vrai que les ennemis finissent toujours par se croiser. Ignorant leur passé, Su-Ming réfléchissait simplement à sa première quête d'avancement de classe, qu'il nota comme ayant été limite. Il était maintenant niveau 11. Ses pensées furent interrompues alors qu'il sentit un mouvement derrière lui. Yang Ding, consumé par sa rancune, avait lancé une attaque surprise. Avec une grâce sans effort, Su-Ming esquiva le coup maladroit sans même se retourner. Yang Ding était choqué que son embuscade ait échoué si facilement. Enragé, il ordonna à ses deux amis d'encercler Su-Ming et d'empêcher sa fuite. Avec ses amis le soutenant, Yang Ding confronta Su-Ming, lui disant qu'il lui avait causé une grande perte ce jour-là et que sa malchance l'avait conduit à cette rencontre dans le donjon. Su-Ming les regarda tous les trois avec une expression ennuyée et indifférente. Yang Ding le provoqua, lui demandant s'il avait peur maintenant. Su-Ming pencha simplement la tête et demanda sincèrement qui il était. Yang Ding resta sans voix, humilié que Su-Ming ne se souvienne même pas de lui. Il entra dans une rage folle, furieux que Su-Ming ait pu oublier lui avoir gagné 5000 pièces d'ave. Hurlant de frustration, Yang Ding ordonna à ses amis d'attaquer, et ils chargèrent tous les trois. Su-Ming resta calme, remarquant qu'il n'y avait pas besoin d'utiliser la force juste parce qu'il ne se souvenait pas d'eux. Puis un sourire confiant se dessina sur son visage alors qu'il levait son épée. Il décida que c'était l'occasion parfaite d'essayer sa nouvelle compétence. Avec un sourire narquois, Su-Ming invoqua son épée, qui commença à briller d'une énergie rouge tourbillonnante. Il déchaîna alors sa nouvelle compétence, le contrôle de l'épée. La lame fusa vers l'avant, volant dans les airs d'elle-même tout en se balançant à une vitesse incroyable. Avant que Yang Ding et ses amis ne puissent réagir, l'épée contrôlée par télékinésie les trancha dans un tourbillon de lumière rouge. Les trois brutes furent projetées en l'air, criant de douleur alors qu'elles s'effondraient au sol, vaincues en un instant. Su-Ming sourit, satisfait de la démonstration de son nouveau pouvoir. Yang Ding, blessé au sol, regardait avec une totale incrédulité. Il reconnut la technique comme étant le contrôle de l'épée et balbutia sous le choc, se demandant comment c'était possible. Alors que la lame tourbillonnait de manière menaçante, il hurla que le contrôle de l'épée était une compétence avancée qu'un maître d'épée ne devrait pas pouvoir apprendre avant bien plus tard. Dans son esprit, Su-Ming se souvint de la véritable origine de la capacité. Il avait obtenu un parchemin de compétence de contrôle de l'épée après avoir vaincu le gobelin d'élite. Il utilisa ensuite son talent unique, l'ascension universelle, pour améliorer le parchemin de bas grade en une compétence utilisable. Il était satisfait du résultat non seulement parce que la compétence était puissante, mais aussi parce qu'elle correspondait parfaitement à l'image publique d'un maître d'épée, ce qui aiderait à dissimuler sa véritable classe de niveau mythique. Cependant, ses pensées se tournèrent ensuite vers un prix plus précieux. Après sa première quête d'avancement de classe, il avait reçu un plan d'emplacement caché du coffre de récompense finale. Se tenant au-dessus de ses ennemis vaincus, il ouvrit le mystérieux plan sur un écran holographique doré. Alors que le contenu était révélé, l'expression confiante de Su-Ming disparut, remplacée par un choc absolu. Le contenu du plan caché laissa Su-Ming sans voix. Les coordonnées du trésor caché se trouvaient dans la grotte du Rocher Rouge, deuxième partie. Il fut instantanément agacé, se demandant pourquoi il devait retourner dans cette même grotte. Sa confusion s'approfondit en lisant le sous-titre étrange sur la carte. Gobelins, commerce et vie, ce qui n'avait aucun sens pour lui. Pendant ce temps, à 11h30 dans une autre partie de la forêt, une scène différente se déroulait. Une équipe de 3 filles célébrait leur victoire après une bataille féroce contre un grand monstre. L'une des filles, maintenant niveau 7, soupira de soulagement. Elle reconnut qu'elle devait leur succès à leur coéquipière cette étoile, une fille aux cheveux verts clairs nommée Fen Faezi, qui les avait portés tout au long du combat. La bataille terminée, une coéquipière s'empressa de partir diviser le butin avec enthousiasme. Fen Faezi se tourna vers sa coéquipière restante et lui demanda si elle allait bien, mais la fille l'assura qu'elle allait bien. Un instant plus tard, cependant, l'expression de Fen Faezi se transforma en un choc. Elle regarda autour d'elle,
confuse, et demanda où leur autre coéquipière, celle qui venait de partir chercher le butin, avait soudainement disparu. La panique commença à s'installer alors que Fanfezzy balayait la clairière du regard. Le corps du monstre se dissolvait, mais son amie était introuvable. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Sa coéquipière était juste là il y a une seconde, et elles avaient déjà éliminé tous les monstres de la zone. Il n'y avait rien au sol, aucune trace de lutte. Puis, les yeux de Fanfezzy s'écarquillèrent d'horreur pure alors qu'une réalisation terrifiante semblait l'envahir. Un cri de terreur perçant résonna à travers la forêt. Le plan doré que Xu Ming a acquis révéla une entrée de bestiaire troublante intitulée La vie des gobelins. Il détaillait comment les gobelins vivent en tribu dans des endroits sombres, dirigés par des chefs et des chamans. Le système expliqua ensuite que pour maintenir leur taux de reproduction élevé, les gobelins capturaient des créatures femelles par tous les moyens nécessaires, illustrés par des images horribles d'eux enlevant des étudiantes. Xu Ming recula de dégoût, choqué par la nature perverse des gobelins dans cette chronologie. Secouant la tête pour chasser cette pensée, il suivit les coordonnées du plan. Une notification confirma bientôt qu'il était arrivé à l'emplacement. Cependant, il se retrouva dans une forêt dense et silencieuse. Il regarda autour de lui, confus. Le plan était pour la grotte du Rocher Rouge, deuxième partie, mais il n'y avait aucune grotte en vue, ce qui le fit se demander si les coordonnées étaient fausses. Il se tint en silence, essayant de résoudre l'énigme. Une brume épaisse s'installa alors, obscurcissant sa vision. Sentant que quelque chose n'allait pas, Xu Ming activa sa compétence œil perspicace. Sa vision s'aiguisa, perçant l'illusion. Il repéra un monstre massif ressemblant à un rat qui était auparavant caché. La créature fut surprise, réalisant qu'elle avait été découverte. En voyant cela, Xu Ming comprit l'astuce, et un sourire confiant apparut sur son visage. Il réalisa que le nom grotte du Rocher Rouge, deuxième partie était une diversion pour faire chercher au challenger une grotte physique. La véritable entrée n'était pas du tout une grotte, mais une illusion habilement dissimulée, gardée par le monstre. Ayant découvert l'illusion, Xu Ming réalisa que la véritable entrée était une grotte souterraine et sauta dans l'ouverture cachée. En descendant, il vit un feu en dessous et comprit que les gobelins avaient habilement utilisé la fumée pour dissimuler l'entrée. Il atterrit en toute sécurité à l'intérieur de la grande caverne, son expression devenant sérieuse. Il repéra un éclaireur gobelin solitaire et décida de ne pas attaquer. Il se souvint que tuer ne serait-ce qu'un seul gobelin déclencherait le mode gobelin et alerterait le nid. Il se rappela qu'il n'était là que pour le trésor et qu'il devait être prudent. Cependant, en s'avançant plus profondément, il trouva le corps sans vie de Fanfezzy. Xu Ming réalisa qu'elle avait dû tomber dans une embuscade après être tombée dans le piège de la fumée. Il grimaça de dégoût, pensant que ces créatures étaient aussi viles que leur bestiaire le suggérait. Il entendit alors des cris désespérés provenant de plus loin. Il vit une autre étudiante aux cheveux violets courts, acculée par plusieurs gobelins. Elle était encore en vie, et une pensée pragmatique traversa l'esprit de Xu Ming. Il envisagea de l'utiliser comme distraction pour faciliter sa chasse au trésor. Il décida qu'il devrait la laisser mourir, se disant que c'était de sa faute si elle n'était pas assez forte. Alors qu'il se résolvait à l'abandonner, la jeune fille lança un dernier appel désespéré, suppliant que quelqu'un la sauve et offrant une énorme récompense. Elle cria alors que sa sœur aînée était la vice-directrice du groupe Jangan. À ces mots, les yeux de Xu Ming s'écarquillèrent de choc en réalisant qui elle était. À ce moment-là, les gobelins se jetèrent sur elle, prêts à frapper la jeune fille terrifiée. Au moment où les gobelins se jetaient sur elle, Xu intervint. Il lança son épée, qui fendit l'air en entaille rouge avant de se planter dans le sol, projetant les monstres en arrière. Il sauta ensuite par-dessus les créatures stupéfaites pour se placer aux côtés de Zhang Yanqing. Avec un sourire confiant, Xu Ming activa sa capacité de contrôle de l'épée. Il rappela son épée, qui brilla d'une intense énergie rouge alors qu'il préparait son entaille d'épée dégainée. Il déchaîna l'attaque, une explosion de lumière massive et non létale qui engloutit la zone. Son plan était basé sur ce qu'il avait lu plus tôt. Les gobelins ont une faiblesse handicapante face à la lumière vive. Sachant cela, Xu Ming attrapa Zhang Yanqing, choqué, et la releva, lui disant de courir. Il savait que tant qu'il ne tuait aucun gobelin, le flash les effraierait sans déclencher le mode gobelin et alerter le nid. Ils coururent jusqu'à atteindre une distance de sécurité. Xu Ming regarda en arrière et confirma que sa théorie était correcte. Les gobelins désorientés ne les avaient pas poursuivis. Zhang Yanqing, épuisé mais en sécurité, rougit en le remerciant de l'avoir sauvé et se présenta. Xu Ming se souvint alors de la photo que sa sœur lui avait montrée, confirmant que c'était bien la jeune sœur de Zhang Lan. Cependant, Xu Ming ne montra aucun intérêt. Il rejeta froidement ses remerciements, disant qu'il ne faisait que passer, et commença à s'éloigner. Zhang Yanqing l'appela rapidement, essayant de lui offrir une récompense et mentionnant à nouveau sa puissante sœur. Xu Ming coupa froidement l'offre de Zhang Yanqing, lui disant qu'elle devrait s'inquiéter de sortir vivante du donjon avant de parler de récompense. Alors qu'elle le suppliait de ne pas la laisser, il déclara sans embâche qu'il l'avait déjà sauvée une fois et que son manque de force ne ferait que le ralentir. Malgré ces paroles dures, alors qu'il consultait à nouveau sa carte au trésor, il fut surpris de voir qu'elle l'avait suivi. Il l'ignora et pointa à un endroit brillant sur la carte,
déclarant que le trésor était enterré juste là. Pendant que Jan Yinking montait la garde, demandant nerveusement si les gobelins les suivaient toujours, Su-Ming se mit à creuser. Après quelques efforts, il annonça qu'il l'avait trouvé. Il déterra un grand coffre de qualité argent. Il savait que c'était le coffre de plus haut grade du donjon des novices, mais il prévoyait d'utiliser son talent des ascensions universelles pour en améliorer la qualité. Alors qu'il activait sa compétence, le coffre se mit à émettre une lumière dorée brillante, laissant Jan Yinking stupéfaite. Su-Ming brandit le prix transformé, expliquant qu'il s'agissait maintenant d'un coffre à butin de qualité hors de bas grade. Il savait que ces coffres étaient comme une loterie avec une forte chance de donner des objets, des compétences ou des équipements puissants. Avec un sourire confiant, il ouvrit le coffre en se demandant quel trésor l'attendait. Jan Yinking regardait avec admiration alors qu'une lumière vive jaillissait de l'intérieur. Deux objets se matérialisèrent, une épaulière dorée ornée et un parchemin doré. Une notification identifia ses gains, une pièce de l'ensemble du flux de l'ombre et un parchemin de compétences de guérisseuse d'âme. Su-Ming examina ses récompenses du coffre doré. Son excitation initiale se mua rapidement en déception. Bien que l'ensemble d'armure soit une bonne trouvaille, il se plaignit que le parchemin de compétences de guérisseuse d'âme de grade platine était inutile, car il ne correspondait pas du tout à sa profession. Voyant sa frustration, Jan Yinking suggéra nerveusement que le parchemin était peut-être apparu parce qu'elle était à proximité. Alors que Su-Ming la regardait avec confusion, elle rougit et révéla que sa profession éveillée était guérisseuse d'âme 7 étoiles. Cette révélation laissa Su-Ming complètement sans voix. Immédiatement après, une notification du système annonça que Jan Yinking avait rejoint son équipe, et qu'il en était maintenant le chef. Pendant ce temps, dans une autre partie du donjon, une scène plus sombre se déroulait. Un étudiant était brutalement assassiné par un autre joueur. Un panneau du système révéla l'objectif du tueur, une tâche de changement de classe primaire qui lui demandait de tuer 50 autres joueurs, son compte actuel étant de 33. Après avoir abattu sa victime, le tueur, un étudiant de l'académie Wujin, sourit sadiquement et interpella sa prochaine cible. Cette cible était Jiao. Le tueur déclara que les faibles n'avaient qu'un seul chemin, la mort, et annonça que c'était son tour. Enragé et éclaboussé de sang, Jiao refusa d'être une victime. Elle invoqua un guerrier squelette pour se défendre et riposter. Le chaos du donjon était généralisé. À 12h30, une explosion massive jaillit du sol, forçant une Jiao terrifiée à fuir pour sa vie. Ayant réussi à s'échapper, on la vit escalader désespérément une falaise abrupte. Elle trouva une petite corniche et s'y cacha, regardant prudemment, essayant de survivre à cette épreuve brutale. Alors que Jiao se cachait sur la corniche, l'étudiant meurtrier de l'académie Wujin rôdait dans la zone en contrebas. Sa tentative de discrétion échoua lorsque son pied glissa, délogeant quelques pierres. La tête du tueur se releva brusquement, ses yeux perçants repérant instantanément sa cachette. Avec une vitesse incroyable, il sauta sur la paroi de la falaise, atterrissant juste devant une Jiao choquée. Il attaqua immédiatement, balançant sa grande lame et la narguant. Jiao réussit à peine à esquiver le coup puissant, mais l'attaque l'effleura quand même, la laissant blessée. Le tueur atterrit avec grâce sur l'étroite corniche, exprimant sa surprise qu'une nana comme elle ait réussi à résister à sa chasse si longtemps. Il continua de se moquer d'elle, disant qu'elle lui avait fait perdre son temps, mais admettant qu'elle avait un certain talent, concédant que peut-être son académique Xuanjing n'était pas entièrement composé de nuls. Enragé et blessé, Jiao exigea de savoir pourquoi lui, un étudiant de l'académie voisine de Wujing, était venu dans leur donjon juste pour massacrer des innocents. Avec un sourire sadique, l'étudiant expliqua que ce n'était pour aucune raison particulière. Il lui montra son interface système, révélant que sa quête de changement de classe de niveau 10 lui demandait de tuer 50 autres joueurs. Jiao le regarda, horrifié et incrédule. Le tueur expliqua qu'il ne pouvait pas se lancer dans un tel carnage dans le donjon de sa propre ville, alors il avait pris son avion privé pour venir dans leur région. Il lui dit cruellement que si elle voulait blâmer quelqu'un, elle devrait blâmer sa propre académie d'être la plus faible parmi les différentes villes. Comparant son école à un kakimur prêt à être pressé, il la chargea de nouveau. Désespéré, Jiao invoqua un guerrier squelette pour intercepter l'attaque. Cependant, ses efforts furent vains. Le tueur se moqua de ses jouets squelettes primaires en tranchant l'invocation en deux d'un seul coup puissant, continuant son assaut implacable sur une Jiao désormais sans défense. L'étudiant de l'académie Wujin déclara qu'il ne laisserait pas Jiao s'échapper à nouveau et déchaîna une puissante attaque rouge tourbillonnante appelée frappe volante de la lame de sang. Alors que l'épée mortelle était sur le point de la frapper, une flèche verte surgit de nulle part, interceptant le coup. Le tueur rugit de frustration, exigeant de savoir qui était intervenu. Des arbres, un groupe d'étudiants émergea. Le chef, Yanz, appela Jiao, lui disant qu'il assurerait sa couverture. Jiao reconnut ses camarades de classe venus à son aide alors que Yanz se tenait prêt avec son arc luisant. Pendant ce temps, à 12 heures dans une autre partie de la forêt, Su-Ming compléta son objectif en soumettant au système les fragments de trésors qu'il avait collectés. Une notification du système confirma immédiatement que sa tâche de changement de classe primaire était terminée, et qu'il avait été promu au premier changement de classe de dieu de l'épée.
La promotion s'accompagna d'un énorme gain de puissance, une augmentation de plus 10 à tous ses attributs, un effet amélioré pour son talent mythique corps d'épée d'origine, et un doublement de la puissance, de la vitesse et de la maîtrise de son maniement de l'épée. Maintenant significativement plus fort, Su Ming sentit une nouvelle vague de confiance quant à son plan de défier le boss caché du donjon. Il se tourna vers Zhang Yanqing et lui donna le parchemin de compétences de guérisseuse d'âme. Une notification confirma qu'elle l'avait utilisé avec succès, et une lumière vive l'enveloppa alors qu'elle apprenait la nouvelle capacité. Les détails de la compétence apparurent sur un panneau système. Bénédiction de l'âme, une compétence platine de haut grade. Lorsqu'elle est activée, elle consomme du pouvoir de l'âme pour augmenter les points d'expérience gagnés par tous les membres de l'équipe de 200%, un chiffre stupéfiant. Su Ming et Zhang Yanqing restèrent tous deux dans un état de choc absolu. Su Ming ne revenait pas de sa chance incroyable, réalisant qu'elle avait obtenu au hasard une compétence de montée de niveau divine. Voyant cette incroyable opportunité, un sourire malicieux se dessina sur le visage de Su Ming. Il pointa Zhang Yanqing du doigt et annonça qu'il avait changé Davis. Il acceptait maintenant sa demande antérieure de l'aider à terminer le donjon des novices. Elle fut ravie de sa décision. Alors que Zhang Yanqing célébrait, elle pensa qu'un joueur assez courageux pour affronter seul la caverne des gobelins était un protecteur bien plus sûr que les mercenaires engagés par sa sœur. Su Ming soupira en lui-même, pensant que bien qu'il n'aimait pas les jeunes filles riches qui utilisaient l'argent pour prendre des raccourcis, il ne pouvait pas laisser passer l'avantage qu'offrait son incroyable compétence. Alors que Su Ming analysait la situation avec Zhang Yanqing, il fut surpris par une notification du système. C'était un message de Jiyao. Pendant ce temps, sur le flanc de la falaise, l'étudiant de l'académie Wujin, imperturbable face au renfort, se jeta sur l'un des coéquipiers de Yanz. D'un coup brutal, il abattit l'étudiant, regardant froidement le corps tomber. En réponse, Yanz tira une puissante flèche verte, mais l'étudiant de l'académie Wujin la dévia, à la grande incrédulité de Yanz. Profitant du choc, le tueur se précipita de nouveau en avant. Un autre coéquipier de Yanz chargea, pour être accueilli par la frappe volante de la lame de sang du tueur. L'attaque le frappa à la tête, le tuant sur le coup. Alors que le deuxième coéquipier tombait, Yanz et Jiyao se retrouvèrent seuls au milieu des corps. Yanz regarda, horrifié, réalisant que leur ennemi était bien trop fort. Il était choqué que l'académie Wujin puisse produire un éveillé aussi puissant, et ses recherches sur les étudiants maniant la lame de manière supérieure n'avaient rien donné. Alors que l'étudiant de l'académie Wujin se tenait au-dessus de ses victimes, une horrible prise de conscience frappa Yanz. Il reconnut leur agresseur comme étant Li Shangang, le génie étudiant 10 étoiles de la ville de Wuyan avec la profession cachée de maniaque de la lame. Li Shangang se plaignit d'avoir perdu du temps et que son compteur de victimes n'était qu'à 35 sur 50. La situation était sinistre. Yanz, un combattant à distance, était gravement désavantagé, tandis que Jiyao n'avait plus de mana. Désespéré, Yanz demanda à Jiyao s'il pouvait attendre des renforts. Jiyao jeta un coup d'œil à l'icône indiquant qu'elle avait envoyé un message à Su Ming. Mais avec une sombre résolution, elle dit à Yanz qu'aucun renfort ne viendrait. En entendant cela, Li Shangang ricana, se moquant de leur impuissance. Il déclara ensuite qu'il tuerait d'abord l'archer agaçant et chargea Yanz. Dans un acte désespéré de sacrifice, Jiyao intercepta l'attaque, criant à Yanz de fuir. Sa bravoure fut accueillie par une force écrasante. Li Shangang la désarma sans effort. Il la dominait avec mépris et lui dit cruellement qu'une mauviette comme elle n'avait pas le droit de sauver les autres, alors qu'il se préparait à porter le coup de grâce. Alors que Li Shangang abattait sa lame, une lumière bleue brillante jaillit, déviant le coup fatal juste à temps pour sauver Jiyao. Stupéfaite, elle leva les yeux alors qu'une voix l'appelait par son nom. À sa grande surprise, c'était Su Ming. Il se tenait sur la falaise au-dessus, une figure solitaire se détachant sur la silhouette de Yanz vaincu et du meurtrier Li Shangang. Su Ming avait reçu le message de Jiyao, et ses mots altruistes résonnèrent en lui. Le message n'était pas un appel à l'aide, mais un avertissement désespéré pour qu'il reste à l'écart. Cela déclencha un flot de souvenirs de sa vie passée. Jiyao se battant pour lui, mourant pour lui, ne craignant jamais aucun danger pour le sauver. Il pensa que même dans cette nouvelle vie, après avoir rencontré un ennemi si mortel, son premier instinct n'était pas de se sauver elle-même, mais de prioriser sa sécurité. Ému par sa loyauté inébranlable, il sauta sur le flanc de la falaise. Jiyao lui cria dessus, lui demandant pourquoi il était venu alors qu'elle l'avait prévenu. Elle ne pouvait que le regarder avec surprise et inquiétude alors qu'il atterrissait gracieusement devant elle. Su Ming la gronda gentiment, lui disant de ne pas toujours s'inquiéter des autres en premier. Puis, avec un sourire chaleureux et déterminé, il fit un vœu solennel. Dans cette vie, c'est lui qui la protégerait. Li Shangang remarqua que la brillante lumière bleue était en fait une épée volant dans les airs. Il fut choqué, reconnaissant la technique avancée de contrôle de l'épée. La lame vola directement dans la main de Su Ming alors qu'il l'attrapait en plein vol, se tenant avec défi sur la falaise. Son épée maintenant en main, Su Ming la balança avec une force incroyable. Li Shangang le reconnut comme le célèbre contrôleur d'épée 10 étoiles de l'autre académie. Le visage assombri par la fureur, Su Ming s'adressa au rouquin,
et avec un coup dévastateur qui fit chanceler son adversaire, il demanda avec colère si c'était lui qui avait blessé Jiao. Observant à distance de sécurité, Yang était rempli d'admiration et d'un espoir renouvelé. Il applaudit, réalisant qu'avec le puissant Su Ming engageant leur ennemi, il pourrait fournir un soutien à distance, leur donnant une réelle chance de gagner. Alors que la bataille faisait rage, Yang fut soudainement enveloppé d'une aura de guérison verte, le laissant surpris. Lui et Jiao regardèrent autour d'eux, se demandant qui les soignait. La source était Zhang Yanqing, qui se présenta comme la coéquipière de Su Ming et une guérisseuse d'âme. Tous deux étaient ravis d'avoir le soutien d'une guérisseuse. Cependant, Zhang Yanqing admit qu'elle n'était pas encore familière avec ses nouvelles compétences de guérison et qu'elle aurait besoin de temps. Cela laissa Jiao confus et agacé, se souvenant que Su Ming lui avait dit qu'il ne ferait pas équipe, alors qu'il avait clairement trouvé une coéquipière. Yang pressa Zhang Yanqing d'être rapide, exprimant son inquiétude pour Su Ming. À sa surprise, Zhang Yanqing lui dit calmement de ne pas s'inquiéter. Avec une foi totale, elle déclara simplement que Su Ming était très fort. De retour à leur duel épique, Su Ming était engagé dans un affrontement féroce avec Li Shangang. Li Shangang était sur la défensive, choqué qu'un simple contrôleur d'épée puisse posséder une puissance et une compétence aussi écrasantes. Il avait du mal à suivre, complètement déconcerté par les mouvements avancés et imprévisibles de Su Ming. Le duel entre Su Ming et Li Shangang commença avec acharnement. Leur premier choc fut si puissant qu'il força les deux combattants à reculer. Impressionné, Li Shangang admit que la force de Su Ming en tant qu'éveillé 10 étoiles dépassait ses attentes. Il le défia alors, voulant voir qui était le plus fort, lui, le maniaque de la lame 10 étoiles de la ville de Huiyan ou Su Ming, un contrôleur d'épée de l'académie de Xuanjing, mal classé. En entendant ce nom, Su Ming réalisa qu'il avait déjà entendu parler de Li Shangang. Il se souvint que cet homme était une figure importante dans sa vie passée, bien qu'il ne l'ait jamais rencontré. Surpris de lui faire face si tôt, Su Ming n'était pas intimidé et releva le défi avec un sourire confiant. Il chargea en avant, impatient de tester son épée contre la lame de Li Shangang. Leurs armes s'entrechoquèrent avec une force incroyable. En réponse, Li Shangang déchaîna sa capacité de frappe volante de la lame de sang, envoyant des projectiles d'énergie rouge vers Su Ming. Su Ming fut surpris par la tactique, mais les dévia habilement avec son épée. Cependant, c'était un piège. Li Shangang cria que Su Ming était tombé dans son piège. L'énergie rouge des lames déviées tourbillonna autour de Su Ming, l'immobilisant. Li Shangang expliqua que l'énergie de la lame pouvait immobiliser un ennemi sur place. Avec Su Ming piégé, Li Shangang s'approcha pour le coup de grâce, criant à son adversaire de mourir. Mais Su Ming n'était pas sans défense. Il utilisa sa capacité de contrôle de l'épée pour lancer son épée de sa main, rencontrant l'attaque de Li Shangang dans un choc d'énergie massif qui brisa le sort d'immobilisation. Maintenant libre, Su Ming esquiva facilement une autre attaque du surprenant Li Shangang. Avec un sourire confiant, Su Ming dit que c'était son tour et rappela son épée par télékinésie. Voyant son adversaire temporairement désarmé, Li Shangang ricana, défiant Su Ming de bloquer sa prochaine attaque sans arme alors qu'il se précipitait en avant. Mais l'excès de confiance de Li Shangang était une erreur. Alors que l'épée de Su Ming revenait, elle lui lacéra la poitrine, faisant couler le sang et le laissant blessé et furieux de s'être fait avoir. Imperturbable, Li Shangang empoigna son arme et se lança de nouveau en avant, mais Su Ming était d'un autre niveau. Il activa sa compétence pas de l'ombre divine, suivie d'une technique appelée 5 lames de l'ombre chaotique. Avec sa vitesse grandement accrue, il se faufila sans effort à travers les coups frénétiques de Li Shangang, évitant gracieusement chaque attaque. Li Shangang était confus, incapable de comprendre comment la vitesse de son adversaire avait soudainement autant augmenté. Avant qu'il ne puisse réagir, Su Ming apparut derrière lui, présentant de calmes excuses alors que sa lame contrôlée par télékinésie fendait l'air. Avec un sourire confiant, Su Ming déclara que son épée était revenue. Ayant fini de se soigner, Yang, Jiao et Zhang Yanqing se précipitèrent pour fournir des renforts. Yang cria à Su Ming de tenir bon, car ils arrivaient. Ils arrivèrent sur les lieux pour être arrêtés par un spectacle choquant. La bataille semblait terminée, avec Li Shangang agenouillé en signe de défaite devant un Su Ming victorieux. Le groupe était stupéfait, félicitant Su Ming d'avoir vaincu un adversaire aussi fort tout seul. Alors que les amis de Su Ming célébraient, le danger n'était pas passé. Derrière lui, Li Shangang se releva, son corps parcouru d'une énergie rouge sombre. Zhang Yanqing remarqua la menace et cria à Su Ming de faire attention. Su Ming se retourna juste au moment où Li Shangang, croyant avoir une ouverture, chargea pour une dernière attaque désespérée. Avec un rugissement furieux, il balança son arme dans une dernière entaille brutale. Alors que l'attaque finale de Li Shangang s'abattait, les amis de Su Ming regardaient, horrifiés. Yang et Zhang Yanqing restèrent bouche bée tandis qu'une Jiao terrifiée hurlait le nom de Su Ming. L'attaque porta ses fruits, blessant Su Ming alors qu'une tempête de lames d'énergie rouge éclatait autour de lui. Li Shangang avait déchaîné sa compétence la plus puissante, la lame rapide de la forêt tropicale. La technique créa un vortex chaotique d'innombrables entailles d'énergie rouge qui entourèrent complètement Su Ming. Blessé mais riant,
Li Shangang accueillit triomphalement son adversaire dans sa formation de lame. Voyant Xu Ming piégé et blessé, Jiyao paniqua et tenta de se précipiter à son secours, mais Yan Zi l'attrapa rapidement par le bras, la retenant. Il lui a conseillé de se calmer, l'avertissant que se précipiter dans la formation de lame mortelle serait un sacrifice inutile. Jiyao se débattit contre son emprise, criant qu'elle devait sauver Xu Ming même si cela signifiait sa propre mort. Soudain, une voix calme perça le chaos, disant à Jiyao d'écouter. Elle s'arrêta, choquée et confuse. La voix était celle de Xu Ming, parlant depuis l'intérieur du vortex déchaîné. Il avertit calmement ses amis de ne pas s'approcher, son sang-froid intact même piégé dans l'attaque ultime de son ennemi. À l'intérieur de la formation de l'âme, Li Shenguang attrapa furieusement la silhouette ensanglantée de Xu Ming, rugissant d'incrédulité. Il exigea de savoir comment Xu Ming avait pu encaisser autant de coups directs sans être encore mort. À sa grande surprise, une voix calme lui demanda s'il était vraiment sûr d'avoir porté le moindre coup. Li Qinggang fut stupéfait, réalisant que la voix ne venait pas du corps qu'il tenait. La silhouette dans son étreinte se dissipa en énergie bleue, et il comprit la vérité. Il s'était battu contre un substitut depuis le début. Le vrai Xu Ming apparut alors derrière lui, indemne et portant une nouvelle armure sombre. Il déclara calmement que Li Shangang avait enfin remarqué la supercherie. Il expliqua qu'il possédait une compétence qu'un maître d'épée ordinaire n'aurait pas, révélant qu'elle provenait de son set d'épée d'ombre de grade platine entièrement équipé. Ce set lui conférait afflux des ténèbres, qui ajoutait des dégâts sombres perforant la défense, et clones de l'ombre, qui créaient un leurre parfait. Li Shangang était sombre, sachant que les sets d'équipement ne se trouvaient pas dans le donjon des novices. Il réalisa qu'il n'y avait qu'une seule façon pour Xu Ming d'avoir acquis un tel objet. Xu Ming confirma ses soupçons, révélant qu'il avait terminé sa première quête d'avancement de classe il y a longtemps. La révélation que Xu Ming avait accompli cela plus vite que lui laissa Li Shangang serrant les dents de frustration. Les rôles étant inversés, Xu Ming brandit son épée, déclarant que Li Shangang était maintenant à sa merci. Alors que le coup final était porté, un petit objet bleu brillant tomba de la main de l'étudiant vaincu. Xu Ming remarqua immédiatement l'objet brillant qui tombait. Au moment où Li Qinggang fut vaincu, l'objet brillant qu'il laissa tomber s'activa dans un éclat aveuglant. Observant de loin, Yanzi le reconnut avec stupeur, s'exclamant que c'était un accessoire de sauvetage. Il expliqua à une Zhang Yongqing confuse que l'objet rare permet à un joueur une sortie d'urgence d'un donjon. Il ajouta que de tels objets sont extrêmement précieux, coûtant des dizaines de milliers de pièces d'ave, et ne peuvent être trouvés dans les donjons. Pendant qu'il parlait, le corps de Li Shenguang se dissipa dans une colonne de lumière bleue et disparut. Xu Ming le regarda s'échapper avec dédain, notant que la ville voisine avait dû payer le prix fort pour fournir à son génie 10 étoiles un outil d'évasion aussi puissant. Plus tard, à 14 heures, de retour dans la salle de surveillance de l'académie, une des assistantes du principal Wang regardait un écran de données avec une expression inquiète. Le principal, mangeant des nouilles instantanées, remarqua son inquiétude et lui demanda si elle avait les classements des joueurs en temps réel. L'assistante expliqua que c'était autre chose. Elle montra une section de la carte du donjon, signalant que les données indiquaient plusieurs morts de joueurs dans cette zone entre minuit et 2 heures du matin. Elle précisa que la partie alarmante n'était pas les morts, mais la cause. Les données indiquaient qu'il avait été tué par un joueur extérieur à la région de leur ville. Le principal Wang était choqué et furieux. Il conclut sombrement qu'une ville voisine jouait à nouveau des coups bas et ordonna à son personnel de sauvegarder tous les enregistrements de données. Il déplora que parce que l'Académie de Xianjin était classée dernière, ils étaient redevenus une cible facile. Changeant de sujet, il demanda une mise à jour sur les progrès des étudiants. Un assistant rapporta que les choses se passaient bien, la plupart des zones de téléportation étant sécurisées. Des images limitées montraient que certains étudiants puissants avaient formé de grands groupes et tentaient déjà de vaincre le boss final du donjon. Celui qui menait la charge était Zhang Tang, le guerrier au marteau magique 8 étoiles et fils de la prestigieuse famille Zhang. Le principal exprima son espoir en ce jeune homme, notant que puisque le boss final était de niveau 12, le groupe de Zhang Tang devait approcher le niveau 10. Au moment où il terminait sa pensée, un autre assistant annonça que les données de classement en temps réel étaient disponibles. L'assistant rapporta que, comme le principal l'avait deviné, Zhang Tang était presque niveau 10 et à égalité pour la première place avec Yan Zhe. Suivait de près Zhang Yingqing et Jiyao au niveau 8 et 7. Surpris, le principal demanda pourquoi il n'avait pas vu son étudiant le plus prometteur, Xu Ming, sur la liste et exigea de connaître son niveau actuel. Après un moment d'hésitation choquée, la réponse arriva. Niveau 2. L'assistant précisa que Xu Ming avait atteint le niveau 2 lorsqu'il avait obtenu le titre du premier sang ce matin-là, et que son niveau n'avait pas augmenté depuis. Cependant, la réalité dans le donjon à 14h30 était complètement différente. L'épée de Xu Ming s'enfonça dans un monstre vaincu, et une notification du système confirma qu'il avait tué une bête à dents d'épine d'élite. Une autre notification suivit, le félicitant d'avoir atteint le niveau 14 et d'avoir débloqué l'apparence de son armure cachée. Ses coéquipiers s'émerveillèrent de leur progrès. Jiyao, maintenant niveau 8, nota à quelle vitesse ils avaient progressé, tandis que Yanzi, au niveau 10,
se sentaient prêts pour le boss final. Le groupe reconnut que leur croissance rapide était due à la compétence d'augmentation d'expérience de Jang Young-King, et Jang Young-King, maintenant niveau 9, attribua à Su-Ming le mérite de lui avoir donné cette puissante capacité. Jiao résuma joyeusement les forces de leur équipe. La guérison de Zhang Young-King, les attaques à distance de Yanz, ses propres créatures invoquées, et le leadership de Su-Ming. Su-Ming détourna modestement les éloges, prétendant qu'il ne faisait que profiter de leur succès. Jiao protesta immédiatement, lui rappelant que s'il ne les avait pas sauvés, elle et Yanzi auraient été tués par Li Shangang. Rougissante, elle déclara avec confiance qu'avec leur travail d'équipe, ils pourraient facilement vaincre le boss du donjon. Su-Ming fut d'accord avec son évaluation, mais se détourna ensuite, révélant que sa cible n'était pas le boss ordinaire du donjon. Avec un sourire confiant, il brandit une clé cristalline brillante, déclarant son intention de défier le boss caché bien plus puissant. Une notification du système confirma que la clé était la clé de l'ondulation de Léo, un objet qu'il venait d'obtenir. Pour invoquer ce boss caché, il fallait résoudre 3 énigmes complexes et collecter 3 objets correspondants. La première énigme parlait d'une lune d'argent suspendue au-dessus d'un rivage. Su-Ming en déduisit rapidement le sens, menant son équipe vers une partie de la forêt où des plantes massives avaient poussé en forme de croissant de lune géant. Il expliqua que comme le donjon n'avait pas de vrai ciel, ce devait être la lune d'argent. Il désigna ensuite le grand lac derrière les arbres, l'identifiant comme l'emplacement du boss caché. Les deuxième et troisième énigmes nécessitaient des objets spécifiques. Su-Ming révéla qu'il avait déjà ramassé la fleur d'Iri, un objet déclencheur clé, lors de sa première entrée dans le donjon. En combinant cela avec la clé de l'ondulation de Léo, il résolut avec succès les énigmes restantes. Alors qu'il tenait l'objet maintenant activé, une sphère tourbillonnante d'énergie bleue se forma dans ses mains. Ses coéquipiers regardaient avec admiration, déconcertés par la rapidité avec laquelle il avait résolu ces énigmes difficiles. Su-Ming lança la sphère d'énergie dans le lac, qui commença immédiatement à s'agiter, formant un tourbillon massif. Des profondeurs tourbillonnantes, une épée colossale et brillante émergea, suivie d'une structure massive et sombre avec 2 yeux rouges menaçants brillant de l'intérieur.